Ça Bonjour, m'intéresse, Edouard, ton stream. Tu nous dis c'est un peu vrai? comment bah, de ouf. Ça sera sur, Gabriel Knight 2 avec son doublage, français légendaire. Voilà. OK, d'accord. Alors je vois le jeu, j'y avais pas joué, mais je vois. OK. Bonjour, bonjour tout le monde. On va attendre encore un peu. Romain, Marion? bonjour, vas-tu bien? Oui, et toi, vas-tu bien? Je vais bien. Est-ce que tu tolères si je te mets en fond de tâche pendant que je travaille? Parce que j'ai vraiment envie d'assister à la classe, mais Ah, le respect est mort! Oui, bien sûr, y a pas de bah, souci. c'est bien pour ça que je te demande. Oui, puis après, il y aura le replay si jamais tu rates des trucs. Surtout que Merci. on va avoir pas mal de choses. Alors c'est pas tant que ça va être, genre méga ultra long, c'est juste que ça va faire beaucoup d'infos d'un coup, je pense, pour, ceux qui sont pas trop habitués, pour nos petits cerveaux malades. Mais on va y aller en mode chill et puis on va mettre ça en application sur des petits exercices sympas, quoi. Bon, n'oubliez pas la première étape, avant de commencer à travailler, c'est de se choisir une playlist sur Spotify ou ailleurs, hein, donc je compte sur vous. Mettez un petit Tom Jones pour vous réveiller et c'est parti. Bonjour Loïc. Bonjour. Il est où ton acolyte? Il est pas là aujourd'hui, il avait un truc avec, j'ai oublié le nom, mais il est pas là aujourd'hui. Il sera là demain. Ah ouais, parce qu'il faut il faut l'animation de milieu de masterclass, hein. Et ouais, mais là, j'ai rien prévu, je suis désolé, quoi. J'avais prévu de jongler avec, des scie sauteuses, mais j'en ai qu'une et je suis pas très bon jongleur en plus, donc bof. Ça pique un peu. Ouais, c'est ça. OK. Bah, écoute, tu devras improviser sur un monologue, à moins que tu trouves, un ou une acolyte de fortune pour meubler, la pause. Ça roule, pas de souci. Nice. Ah bah, on a encore du monde qui arrive. Merci Edouard pour la playlist, je l'ai ajouté. Ne me surprends pas de toi le synthwave. Alors, quand vous lancez donc on est sur Affinity Designer. Quand vous lancez Affinity Designer, normalement, il vous ouvre cette fenêtre-là. S'il ne vous l'ouvre pas, vous allez dans Fichier, Nouveau. Parce qu'en fait, peut-être que vous êtes allé dans les réglages pour désactiver le fait que, le logiciel vous affiche ça. Donc voilà, c'est jamais perdu. Donc à partir du moment où vous êtes là, vous allez avoir, alors je vais pas faire le tour du propriétaire complet parce qu'il y a déjà une masterclass un peu plus générale sur Affinity. Donc là, je vais me focus surtout sur, ce qui va être important pour aujourd'hui et un ou 2 réglages, indispensables qu'il faut quand même, checker, pour bien commencer. Mais, voilà, le détail sur même, la logique des calques, sur les nuanciers, les couleurs, tout ça, ça a été vu dans une précédente masterclass, qui vous est accessible d'ailleurs depuis un petit moment. Donc, vous pourrez, si vous avez besoin de plus de détails sur ces points-là, vous pourrez aller regarder cette masterclass. Normalement, j'ai fait le chapitrage à peu près proprement pour que vous puissiez rapidement retrouver des infos. Donc vous avez, on va juste se contenter de ça. Vous avez donc différents, on va dire, templates et formats de documents. Là, pour aujourd'hui, on va prendre juste celui-là, parce qu'en fait, on va vite s'en débarrasser, donc peu importe. Et ce qu'on va surtout regarder, c'est on va aller dans les réglages. Donc si vous êtes sur Mac, vous cliquez sur Affinity Designer, réglages, et si vous êtes sur PC, normalement, c'est dans Édition, vous avez accès aux réglages. Et on va juste contrôler un réglage. Vous avez la petite boîte de dialogue. Je vais aller dans couleurs parce que ce qui est important, qu'on soit sur, enfin, peu importe le logiciel de créa, que ce soit du Affinity Designer, du Publisher, du Photo, du Adobe, c'est de travailler dans les bons espaces colorimétriques. Donc pour le RVB, vous devez être en sRGB IEC 6196 2-2.1. Voilà, donc c'est celui qui est tout en bas de la liste normalement. Et donc pareil pour le RVB 32 bits. Et pour le CMJN, vous devez être en FOGRA 39. Voilà, donc lui, il est vers le haut. Il y a le 27, qui est plus ancien, et il y a le 39, qui est plus récent. Il y a même celui-là qui est encore plus récent, mais on ne l'utilise pas pour l'instant. Fogra 39. Le reste, vous ne touchez pas. Normalement, vous êtes en grayscale D50 pour les niveaux de gris, le LAB CIE, LAB D50, colorimétrie relative pour le mode de rendu. Il y en a qui parfois se mettent en perceptive, mais je ne rentre pas dans le détail de ça. On reste... Là, ce que je veux surtout, c'est le bon profil RVB pour l'espace de couleur RVB et le bon CMJ. Après, vous allez avoir les réglages de l'interface utilisateur. Si vous avez besoin de l'ajuster pour vos petits yeux, vous pouvez assombrir ou éclaircir l'interface ou mettre la taille des polices en grand plutôt qu'en default. Donc là, moi, j'ai mis en grand pour que vous voyez un petit peu mieux ce sur quoi je clique sur mon écran. Mais si ça vous paraît trop gros, vous restez en default. Et puis voilà, vous avez les styles d'icônes en couleur ou en mono. Les styles d'icônes, ça va surtout être visible ici. Si je mets en mono, on passe en mono, quoi. Voilà. Moi, je préfère rester en couleur, je me repère mieux visuellement, j'identifie mieux les différents pictos quand ils sont en couleur. L'interface utilisateur, il y a deux choses qui vont jouer visuellement et que moi j'ai modifié, donc je préfère vous avertir tout de suite pour pas que vous soyez perdu. Il y a le niveau de gris de l'arrière-plan, donc en fait c'est lui là, qui par défaut est assez foncé, il me semble. Et il y a le niveau de gris de l'arrière-plan de travail, qui lui normalement par défaut est beaucoup plus clair.
comme on va travailler avec des plans de travail aujourd'hui, vous allez voir que quand je vais créer mon plan de travail, le fond va pas forcément changer. Alors que vous, si vous n'avez pas modifié ces réglages, le fond de autour de votre plan de travail, ça va être gris clair. Donc paniquez pas, c'est normal, c'est le réglage de base. Si vous voulez l'assombrir comme moi, il suffit d'aller dans le niveau de gris de l'arrière-plan pour l'assombrir un peu. Le reste, je vais pas toucher. Voilà, il y a des trucs après, c'est du détail, vous irez voir en fonction de vos besoins, de vos réglages. Il y a des réglages qui sont un peu différents de Mac à PC, mais voilà. Là, c'était juste ça pour aujourd'hui. Donc là, par défaut, j'ai mis un template de document. Et ce que je vais faire tout de suite, parce qu'en fait, sur Affinity Designer, on va en général beaucoup travailler avec des plans de travail plutôt que juste un document. Sauf si vraiment vous avez besoin d'un document dans un format particulier et que vous savez que vous n'allez pas y toucher. Mais après, quand vous faites de la créa, en général, vous allez avoir besoin de redimensionner votre document. Soit pour l'agrandir, parce qu'au fur et à mesure, votre créa va être de plus en plus grande, elle va dépasser, elle va déborder. Donc, un plan de travail, c'est beaucoup plus facile de mettre sa taille à jour. Soit au contraire, pour réduire le plan de travail, parce que vous allez peut-être bosser finalement sur des pictos ou des icônes qui vont être assez petites au regard de votre format de base. Donc, juste pour retrouver une taille cohérente de document, vous allez réduire votre plan de travail. Aujourd'hui, on va s'occuper surtout de faire ce qu'on appelle du dessin vectoriel, en tout cas d'utiliser des tracés, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir et beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Et je fais une parenthèse sur ces pictos que vous avez en haut, qui sont des pictos liés à l'interface. Vous avez ça dans les 3 logiciels Affinity, c'est ce qui s'appelle les personas. Par défaut, donc le picto bleu là, qui est le picto du logiciel Affinity Designer, c'est ce qui me permet de faire justement du dessin vectoriel et qui me donne accès notamment à tous ces outils qui sont là. D'accord ? Le persona d'à côté, c'est le pixel persona. C'est ce qui va me permettre de travailler sur des images, des photos par exemple. Donc là, ça change les outils qu'il me propose. OK. Et vous avez un 3e persona qui est lié, qui est l'export persona, qui lui offre très peu d'outils parce qu'en fait, ça va utiliser ce qu'on appelle le système de tranche, de slice en anglais, qu'on retrouve dans beaucoup de logiciels, pour exporter des portions de vos documents, de vos créas, plutôt que tout document lui-même, et de faire ça de manière un peu automatisée. Nous, aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et à voir sur ça, on va s'occuper du premier persona, donc le persona de designer. Petite parenthèse, si on devait comparer à ce que propose Adobe, Affinity Designer, c'est un mix entre Illustrator et Photoshop. Donc, entre guillemets, Illustrator, ça va être ce persona, et Photoshop, ça va être plutôt ce persona. Voilà. Donc là, on se remet ici. En haut à droite, vous avez des panneaux dont on va pas mal se servir. Vous avez l'onglet couleurs, avec couleur de fond, couleur du contour, parce que dans Affinity, on n'appelle pas ça le contour, c'est ce qu'on appelle le trait. Le contour d'un objet, on appelle ça le trait, mais c'est le contour. Ce que vous avez dans d'autres logiciels qui s'appellent contour, c'est exactement la même chose. Vous allez avoir donc les échantillons, ça on va pas trop l'utiliser, puis j'ai déjà fait un focus là-dessus sur la dernière masterclass. Ça va vous permettre d'enregistrer des couleurs en gros. Vous avez donc le trait, parce que le trait c'est donc le contour, et en dessin vectoriel, le contour c'est un des premiers paramètres sur lequel on va beaucoup agir. Et vous avez l'apparence. On va utiliser un petit peu, évidemment, les pinceaux, mais très rapidement, les pinceaux vectoriels. Les calques, bon, ça va être juste là pour voir les différents objets qu'on va avoir, mais on va pas trop y toucher ce matin. Et on va utiliser pas mal, on va faire un focus sur transformer, les outils de transformation pour noter précisément la position d'un objet ou le modifier ou sa taille, etc. Et je vous ferai un petit focus sur l'historique. Je vais bouger un peu ma vignette. Pardon. Je disais donc, on va s'occuper de la partie transformée qui permet de paramétrer les coordonnées d'un objet, X et Y, je vais y revenir après, ses dimensions, ça peut être aussi sa rotation, etc. Et on va s'occuper de l'historique, et je vous expliquerai comment créer une rupture dans le continuum espace-temps, comme dans Retour vers le futur 2, en créant des séquences alternatives, enfin une séquence alternative. Voilà, vous allez voir, c'est hyper simple à faire. Premièrement, on va faire un plan de travail. C'est le premier picto ici. Je clique, je le trace. Vous voyez que ça fait disparaître automatiquement le document que j'avais initialement. Donc moi, comme je dis, ça n'a pas changé la couleur de fond. Vous, normalement, si vous n'avez pas modifié vos réglages, le fond est devenu beaucoup plus clair. D'accord. Ce plan de travail, je peux double-cliquer ici pour le renommer. Donc je vais l'appeler, on va appeler ça test tracé. Voilà. Vous le renommez comme vous voulez, c'est juste que le principe d'un plan de travail, c'est qu'on peut en créer plusieurs dans un même fichier. Donc après, pour vous y retrouver, notamment dans la palette de calque ici à droite, c'est bien de renommer les éléments. Peut-être que plus tard, dans le cadre d'un vrai travail, ce plan de travail, il va s'appeler logo parce que dedans, j'ai un logo et les déclinaisons de mon logo. Peut-être que je vais avoir un autre plan de travail qui s'appellera Picto, par exemple, ou illustration, etc., etc. Donc pensez bien, prenez tout de suite la bonne habitude de renommer vos calques et vos plans de travail pour vous y retrouver facilement. Ce plan de travail, là, je me remets en mode flèche. Donc la flèche noire, c'est la flèche de sélection normale pour sélectionner un plan de travail que je peux déplacer. Ça me sert aussi à sélectionner des objets. Et dans l'outil transformation, donc j'ai mon plan de travail qui est sélectionné. On voit ici dans L et H les dimensions de mon plan de travail. Donc L, c'est la largeur et H, c'est la hauteur. Donc si je lui donnais une dimension très spécifique, par exemple 2000, alors là j'ai mis 200, donc forcément ça ne va pas du tout. Je refais 2000, j'appuie sur tabulation pour passer au champ directement suivant, par 800 par exemple. Voilà, ou même par 1000 si je veux un truc un peu moins panoramique.
Voilà, il me le met à la bonne taille, enfin il me le met à la taille que je lui indique. Vous voyez qu'en haut, vous avez les règles ici. Est-ce que vous avez les règles? Elles sont peut-être pas affichées par défaut. C'est dans affichage, et alors le raccourci c'est commande R sur Mac et contrôle R sur PC. Et sinon, il faut aller là, et c'est afficher les règles ici. Et vous avez le petit raccourci à côté. Voilà. Donc j'ai les règles qui me permet en fait de caler mes objets un peu plus précisément. Mais bon, je vais pas trop m'étendre là-dessus pour l'instant. C'est juste pour vous montrer un truc. Vous voyez, si je slide, on voit que mon plan de travail en X, donc largeur c'est X, hauteur c'est Y. En X, il est à 0. Et en Y, je vais aller me coller à la règle, il est également à 0. OK? Et ça correspond en fait à ce que je vois ici. Ça correspond à ce que je vois ici parce qu'en fait, les coordonnées X et Y de mes objets, par défaut, elles se calent sur le coin qui est en haut à gauche. Donc ce coin-là. Donc effectivement, ce coin-là, il est bien à 0 pixels en X et 0 pixels en hauteur. Si par exemple, je clique sur le point du milieu, vous voyez que le centre de mon plan de travail, lui, par contre, ses coordonnées, c'est 1000 et 500. Donc on est plutôt vers par là et vers par là, quoi. Ce qui est logique puisque mon plan de travail, il fait 2000 par 1000, donc la moitié de 2000 et la moitié de 1000, c'est 1000 par 500. Et ça va influencer, alors pourquoi je vous montre ça? Parce qu'en fait, le point que vous allez choisir ici, alors ça va évidemment influencer les coordonnées de vos objets, mais ça va aussi influencer l'axe de rotation quand vous allez faire des rotations sur vos objets. Par exemple, là, je reste sur mon plan de travail, la rotation, c'est là. Si je lui mets par exemple, je change la rotation, vous voyez que ça pivote par le point qui est en haut à gauche. OK? Si je sélectionne le point central et que je fais ma rotation, c'est par le point central. Voilà, c'était un petit détail, mais qui a son importance parce que ça, c'est valable pour tous les objets que vous allez créer. Là, je l'ai appliqué sur mon plan de travail, mais quand je vais commencer à créer des cercles, des rectangles, des formes diverses, elles vont être régies par les mêmes règles. Maintenant, je vais aller sur l'outil. Alors, pour créer des tracés, vous avez l'outil plume, vous avez l'outil crayon. Enfin, l'outil pinceau qui est là, pinceau vectoriel. On va prendre le pinceau vectoriel. Pinceau vectoriel, vous cliquez, vous tracez. OK. Par défaut, ce pinceau, donc là, il a une couleur noire avec une certaine épaisseur. Ce paramètre-là, en fait, c'est un paramètre qui est lié au trait. Le trait, là, je suis en 16 points, donc c'est l'épaisseur de mon trait. Si je le modifie, pardon, il faut que je sélectionne d'abord avec la flèche noire mon tracé. Si je modifie l'épaisseur du trait, OK, ça modifie. Je peux faire différents réglages. Par exemple, ici, vous voyez que l'extrémité de mon tracé, par défaut, elle est arrondie. Effectivement, c'est arrondi. Je peux lui dire, tu me fais un trait droit. L'intérêt d'un tracé vectoriel, d'un pinceau vectoriel par rapport à un pinceau qu'on va retrouver dans le Persona Pixel, par exemple, qui lui va faire vraiment du dessin pixel, c'est qu'on peut le retravailler a posteriori une fois qu'on l'a tracé. Et on peut le retravailler de différentes façons. Si je prends maintenant ma flèche blanche, la flèche blanche, ça permet, donc ça s'appelle l'outil nœud, le raccourci c'est A. L'outil nœud, ça va permettre de sélectionner le tracé et ce qu'il y a à l'intérieur du tracé. Vous voyez que comme je n'ai pas fait un trait droit, j'ai des nœuds là, des petits points à certains endroits. OK? Je peux en sélectionner un en cliquant dessus avec ma flèche blanche donc. Et comme ça fait un arrondi, j'ai ici ce qu'on appelle des poignées. OK, j'ai 2 poignées, une de chaque côté du nœud. Si je clique sur une des poignées, que je maintiens mon clic, je vais pouvoir modifier la courbure. Si je m'éloigne, ça va faire une courbe un peu plus large. Si je raccourcis, ça va faire une courbe un peu plus courte. OK? Si je veux que mon nœud ne soit pas une courbe, mais soit vraiment un angle droit, enfin un angle pointu, on va dire, pas un angle droit, parce qu'il ne sera pas forcément droit. Là, je suis en mode tracé, donc je suis en mode tracé avec ma flèche blanche, j'ai accès à des outils là-haut. Tous les outils que vous avez là-haut sont dépendants de l'outil que vous avez, enfin tous les modificateurs que vous avez ici sont dépendants de l'outil que vous avez sélectionné à gauche. Donc là, comme je suis en mode tracé, en mode courbe, il me propose notamment de convertir les nœuds. Ça, c'est ce qu'on appelle des courbes de Bézier, c'est un terme que vous allez retrouver dans Figma, dans Illustrator, etc. Si je veux virer ces courbes de Bézier, je peux convertir ici en angle pointu, en angle aigu. Je clique, ça supprime mes 2 poignées, et quand je sélectionne mon nœud, maintenant on voit bien qu'il est pointu, qu'il n'y a plus de poignée. J'ai aussi un autre indicateur qui me dit que cet angle il est aigu, il est pointu, c'est qu'en fait c'est plus un rond, c'est devenu un petit carré. D'accord? Quand c'est rond, c'est que vous avez des poignées qui sont associées, vous êtes en mode courbe de Bézier. Quand c'est un carré, c'est qu'il n'y a pas de courbe de Bézier. Si vous voulez rebasculer ce point en courbe de Bézier, vous cliquez sur lissage, donc là il me rebascule en mode Bézier. Et s'il y a un troisième mode, en fait, donc là je vais le remettre en pointu, qui est le lissage intelligent. C'est-à-dire qu'en fait, en fonction de comment est votre courbe ou comment est l'objet que vous avez tracé, il va proposer un lissage qui, selon lui, sera à peu près cohérent avec la forme globale de l'objet. Donc là, si je fais lissage intelligent, il m'a fait un truc qui est un peu plus resserré que ce qu'il m'avait fait avec le lissage de base. D'accord? Donc voilà, c'est juste une assistance. Si je sélectionne un point, par exemple celui-ci, OK, que je le supprime avec ma touche supprimer sur mon clavier ou la touche backspace. Le point disparaît et de fait, on me recalcule en fait la courbure de la courbe, donc de mon trait, entre 2 points. Je n'ai pas rompu le tracé, j'ai juste enlevé un point. J'ai enlevé une étape dans le tracé, mais le tracé, lui, reste toujours entier et complet.
Si vous voulez rompre le tracé, c'est-à-dire le séparer en deux, vous sélectionnez un point, celui-ci par exemple, voilà, et vous allez cliquer ici, ouvrir la courbe. Je clique dessus, là on voit qu'il s'est passé un petit quelque chose. Si je vais sélectionner mon point, on voit que j'ai rompu mon tracé. Je vais vous montrer un réglage pour le magnétisme. En fait, vous voyez que dans Affinity Designer, quand je bouge mes points, j'ai des petits éléments qui apparaissent, des mesures, des points qui s'alignent les uns avec les autres. Et pour paramétrer en fait votre magnétisme dans Affinity, il faut que vous alliez ici, sur la petite icône. Donc, si vous cliquez dessus, là, elle est décochée, j'ai plus de magnétisme. Quand je bouge mes points, il ne se passe pas grand-chose de particulier. Quand j'active le magnétisme, donc ça réactive le magnétisme, et j'ai une petite flèche à côté qui me permet de définir qu'est-ce qui est magnétique. Moi, par défaut, je mets tout. Alors, par défaut, vous n'avez pas tout qui est coché. Mais moi, par défaut, je mets tout, notamment accroché aux grilles, accroché à la marge, accroché au point médian, accroché au cadre de sélection. Bref, en fait, je lui demande de s'accrocher à tout ce qui peut lui paraître cohérent de s'accrocher. Ça simplifie pas mal, en tout cas, dans 90% des cas, le calage des points et des objets les uns par rapport aux autres. Le magnétisme, ça s'applique vraiment à tout. Là, on est sur les points d'un tracé, mais ça vaut pour les objets, ça vaut pour les blocs texte, ça vaut pour tout et n'importe quoi. Alors, comme j'ai séparé mes deux tracés, vous voyez que là, j'ai maintenant deux courbes dans mon plan de travail. Je vais en sélectionner une. Je vais cliquer sur Corbeille pour la supprimer. Je pourrais utiliser ma touche de clavier pour la supprimer. Comme je vous ai dit, les tracés, pour les modifier, enfin pour modifier leur aspect visuel, ça se joue sur les traits, sur les contours. Vous avez ici à côté de calque, un calque qui s'appelle pinceau. Comme là, on est en mode Affinity Designer, enfin en Persona Designer, tous ces pinceaux-là, ce sont des pinceaux vectoriels. Alors, je peux les sélectionner avant de commencer à tracer, mais je peux les appliquer a posteriori sur un tracé que j'ai déjà créé. Là, vous avez un petit menu avec différents types de pinceaux. Vous avez de l'acrylique, des huiles, des marqueurs, etc. Qu'est-ce qu'on a en aquarelle? Je vais prendre aquarelle. Donc là, j'ai bien sélectionné mon tracé. Hein. On voit qu'il est sélectionné. Il y a un petit encart. Je vais mettre aquarelle, toit. Là, quand je modifie mon tracé, vous voyez que le pinceau vectoriel s'adapte. OK. Là, il est peut-être un peu gros. Je suis à 128 points parce que c'est le paramètre qui est réglé par défaut. Parce que tous les pinceaux que vous avez là, ils ont une épaisseur qui est déjà pré-paramétrée. Mais rien ne vous empêche après d'aller la modifier. Les même mis en 128, je peux faire un truc un peu plus petit. Là, je clique dans le vide pour sélectionner rien du tout. Quand je double-clique sur un pinceau, là à droite, je peux en fait aller l'éditer. Alors, ce que je vous conseille, plutôt que d'aller éditer un preset, parce qu'en fait, ce sont des presets de pinceau, vous pouvez faire un clic droit et dupliquer le pinceau. Si vous voulez faire une version éditée de ce pinceau-là en particulier. Comme ça vous évite de péter en fait les réglages de base. Vous pouvez dupliquer le pinceau et comme ça, vous le renommez et vous modifiez en fait la dupli de votre pinceau. Pour renommer un pinceau, vous faites un clic droit dessus, vous cliquez sur renommer le pinceau, tout simplement. Mais si je double-clique, on voit qu'il y a différents réglages qu'on va pas trop regarder aujourd'hui parce que là, on va partir vraiment trop loin. Mais vous avez donc la largeur de base dont je vous parlais. Donc celui-ci, par défaut, il est de 128 pixels, mais je peux le réduire ou l'augmenter. Il y a la variance de la taille. Vous voyez ici, ça change en fait. Il va me faire un truc un peu plus aléatoire. Vous avez la variance d'opacité, c'est-à-dire que comme il y a des zones plus transparentes, enfin plus ou moins transparentes, il va me faire varier la transparence. Vous pouvez répéter l'objet, d'accord, plutôt que d'avoir un truc qui s'est étiré, qui va rester lié. Enfin voilà, il y a différents réglages. Et puis là, si jamais vous avez cassé tous les réglages, vous cliquez sur Initialiser, ça met le réglage par défaut. Je vais remettre un style normal, stylo uni avec pression. Donc on est allé dans stylo pour reprendre en fait un style de contour classique. Vous avez d'autres outils ici. Il y en a qui vont trouver un peu plus leur intérêt quand on va travailler sur des formes, ce qu'on va faire juste après. Mais ce que vous pouvez déjà faire sur un contour de tracé, c'est d'utiliser l'outil ventru, lui là, outil largeur de trait. Vous cliquez dessus. Et vous voyez que quand je passe ma flèche dessus, il m'affiche un petit quelque chose. Si je clique, je maintiens mon clic et que j'augmente, que je réduis mon éloignement par rapport au trait, il va me faire un contour plus ou moins épais. Et je peux le faire à différents endroits. Je peux l'affiner, hop, je peux aller là aussi, faire un truc comme ça. C'est de toute beauté. Donc ça, c'est bien parce que ça permet vraiment de manière très intuitive de modifier l'épaisseur d'un contour de tracé de manière finalement un peu locale, notamment quand vous faites du dessin, de l'illustration, voilà, que vous voulez donner un petit effet, genre j'ai fait un petit effet feutre ou c'était un peu plus large à cet endroit-là, vous pouvez facilement en fait modifier l'épaisseur du contour comme ça. Je retourne dans mon onglet Traits ici pour vous montrer en fait l'incidence que ça a ce qu'on vient de faire, car tous nos actes ont des conséquences. Vous avez ici quelque chose qui s'appelle pression avec une petite courbe. Si je clique sur cette courbe, j'ai en fait la représentation en courbe de ce que je viens de faire sur mon contour. C'est-à-dire que quand le point est en bas, le contour il est minimal.
Quand le point il est en haut ou au maximum, il est maximal, il est très large. Donc si je prends ce point-là, par exemple, vous voyez, ça correspond en fait à cette zone-là, à ce point-là. Donc je peux encore modifier les choses un peu localement. Par exemple, je veux dire les extrémités, je les veux très larges. Ça vous permet d'éditer aussi. C'est une autre manière en fait d'éditer l'épaisseur d'un contour, notamment si vous voulez enregistrer ce contour. Par exemple, là, bon, c'est complètement aléatoire et random ce que je viens de faire. Et aléatoire et random, c'est le même mot, c'est juste qu'il y en a un qui est en anglais. Mais si par exemple je veux enregistrer ça comme preset de contour, je peux enregistrer le profil ici et le réutiliser plus tard. Soit je vais supprimer. Je prends ma flèche noire, le raccourci c'est V. Je supprime l'objet. Donc là, dans mes calques, j'ai à nouveau que mon plan de travail. On va aller un petit peu plus loin. On va utiliser l'outil plume cette fois, qui sert aussi à faire des tracés. Alors, je parle de tracé parce que dès qu'on est en vectoriel, tout est un tracé. Une ligne, c'est un tracé. Un carré, c'est un tracé qui a la forme d'un carré et qui est fermé. Et ça donne une forme. Mais tout est un tracé. L'outil plume, donc le raccourci c'est P, et ça vraiment c'est P aussi bien sur Mac que sur PC. Je vais vous montrer les premières manières de l'utiliser. Après, vous voyez qu'il y a pas mal de réglages, notamment là-haut, là, toujours, pour éditer vos tracés, pour les affiner, etc. Mais c'est pour vous montrer la différence de logique entre la plume et le crayon. Le crayon, vous l'avez compris, enfin le pinceau vectoriel. Je dis crayon parce que ça ressemble à un crayon et que je suis un enfant dans ma tête, mais c'est un pinceau vectoriel. Le pinceau, vous avez compris que c'est vraiment en mode libre. C'est pas mal si notamment vous avez une tablette graphique que vous dessinez avec. Clairement, vous n'allez pas utiliser spécialement l'outil plume, sauf pour des objets vraiment très précis, mais dès que vous allez faire du dessin, vous allez prendre le pinceau vectoriel, ce qui est quand même beaucoup plus intuitif. Là, je suis sur l'outil plume. L'outil plume, je fais un clic, ça me fait un point. Je fais un deuxième clic, ça me fait un autre point, donc les deux sont liés. Un troisième point, et si je reviens dessus, je peux fermer mon tracé. Donc là, j'ai fait un triangle. Si je reviens sur la flèche noire pour sélectionner l'objet, que je vais dans couleur, on voit que là, par défaut, alors vu que maintenant j'ai fait un objet, il y a la notion de couleur de trait, donc de contour qui entre en jeu, mais il y a aussi ce qu'on appelle dans Affinity le remplissage, c'est la couleur du fond, la couleur de l'objet lui-même. Là, il est transparent. Si je lui mets du rouge, mon triangle il devient rouge. Là, il me dit que j'ai un contour noir, mais je ne le vois pas. Pourquoi? Soit il est trop petit, soit il a une valeur de 0 point. Donc pour ça, je vais dans Trait. J'ai effectivement une valeur de 0 point. Donc je vais l'augmenter. Et là, on voit que j'ai mon contour qui est donc noir, puisque la couleur de mon contour était noire. Pour changer la couleur du contour, donc je sélectionne bien le contour. Là, si je clique là, je sélectionne la couleur de fond, donc le rouge. OK. Et pour la couleur du contour, je clique dessus pour qu'il vienne au premier plan, et puis je peux lui mettre une autre couleur. On va éviter de se faire mal aux yeux, ça serait dommage. Voilà. Si je veux inverser rapidement les deux couleurs, que en fait le fond devienne là violet et que le contour devienne bleu, je clique sur la petite flèche ici. Vous avez le même ici. La même chose ici. Ce que vous avez là, c'est la même chose que ça. OK. Et si je veux remettre une couleur transparente, je sélectionne là, en l'occurrence le fond, et je clique sur le petit rond qui est là. Le rond blanc avec le trait rouge, ça veut toujours dire transparent. Si je vais dans Trait, donc là je tourne mon contour. Là, vu que maintenant je suis en objet, je ne suis pas juste en courbe, en tracé, en droite, j'ai un peu plus de possibilités. Alors, je vais peut-être juste remettre une couleur de fond pour que ce soit un peu plus explicite pour vous. Voilà. Je reviens sur mon trait. Alors, la notion d'extrémité, là, elle n'intervient pas puisque en fait, mon tracé est fermé. La notion d'extrémité, ça vaut pour un trait comme on a fait tout à l'heure. Nous, par contre, on est sur une forme. Donc, la notion d'angle, ça va nous parler un peu plus. Par défaut, l'angle, il est arrondi, mais je peux lui dire, tu casses l'angle. Vous voyez que tous les angles de mon tracé sont cassés, coupés. Ou je peux dire, tu me fais des angles pointus. Pour que ça agisse sur tous les angles, enfin toutes les extrémités, il faut augmenter le nombre ici pour que ça s'applique sur tous les angles. Voilà, petit tips. Donc ça, c'était pour les angles et les arrondis. Vous allez avoir aussi la notion d'alignement, c'est-à-dire votre trait, votre contour, par défaut, vous voyez qu'il est aligné, il est centré par rapport à mon triangle, au trait de mon triangle. Par contre, je peux lui dire, tu te mets plutôt à l'intérieur. Donc là, il va se contraindre à l'intérieur de la forme de mon triangle. Okay. Ou je peux dire au contraire, tu te mets à l'extérieur. Donc là, le trait de mon triangle, il est là. Et donc le contour est à l'extérieur. Il est évident que si mon contour est à l'intérieur, si je lui dis tu arrondis les angles, il ne va rien m'arrondir du tout parce que là, il est forcément contraint par la forme de l'objet lui-même. Donc l'objet ayant des coins pointus, ne peut pas arrondir. En tout cas, pour l'instant. Je vais remettre mon petit tracé sur la tranche. Je vais le réduire un petit peu. Il y a un outil ici qui s'appelle outil angle. Outil angle, c'est je vais aller attraper un point. Alors je vais sur un point, vous voyez, qui me fait un petit symbole à côté de ma flèche là. Je clique et en fait, plus je vais descendre, puis il va me l'arrondir, mais en gros, ça va me permettre d'arrondir localement mes angles. Ou pas, c'est moi qui vois.
Et là, c'est un peu plus subtil parce qu'en fait, mon objet de base, lui, il a toujours des angles pointus, c'est toujours un triangle. Sauf que là, je lui dis: «Bah, par rapport au tracé que j'aimerais que tu m'ajustes la forme, l'arrondi de la forme différemment d'un point à un autre». Vous cliquez sur un point après, vous avez le petit point rouge ici si vous voulez, si vous changez d'avis pour modifier la chose. Si vous retournez jusqu'au bout, ça refait un pointu. Je supprime parce que je vous ai montré tout à l'heure avec, la plume comment faire, des angles droits, mais on peut directement faire des angles pas droits et pour ça, rien de plus simple, donc là, je le supprime ce truc. Avec la plume, en fait, si vous maintenez le clic, il va automatiquement vous faire un point, un nœud avec des courbes de Bézier. Donc je clique, je maintiens mon clic et en fait, le fait d'étendre, il me sort directement des poignées. OK, je maintiens mon clic. Je peux très bien pour mon troisième point faire un clic simple pour avoir un truc, qui sera pointu et là, je retourne, je vais faire mon tracé, hop, comme ça. Et là, c'est comme tout à l'heure quand on était sur le trait. C'est-à-dire que là, je peux aller, je reprends ma petite flèche blanche, je peux localement bouger un nœud, bouger une poignée et utiliser, les conversions de points comme tout à l'heure. Donc, lui, je peux le passer en angle obtus. Lui, je peux lui dire: «Bah, tu vas repasser en mode courbe», enfin en mode Bézier, et cetera, et cetera. Là, vous avez des outils d'alignement. Alors bon, comme d'habitude, moi, je suis un foufou, j'ai tout activé. Mais en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'attrape, une poignée, vous voyez que là, la poignée, elle s'aligne avec le point qui est là. Elle le fait parce que ça correspond à celle-ci, je crois. Vous allez avoir aussi, par exemple, alors ça, je vous le montre parce qu'on va l'utiliser tout à l'heure. Là, je vais sur l'outil rectangle. Donc un rectangle, c'est un rectangle, quoi. Par contre, on va lui virer ses contours horribles. On va virer la couleur de fond et la couleur de contour, on va la faire plus petite que vous puissiez le voir quand même. OK. Si je passe en mode, flèche blanche donc, déjà, je vais faire un clic droit, pardon, et faire un convertir en courbe. Parce qu'en fait, on le verra juste après, Affinity Designer, il distingue en fait les formes des courbes et c'est pas la même chose. Maintenant que je l'ai converti en courbe, mon rectangle, là, j'ai accès, en fait, aux 4 points qui le composent. C'est-à-dire que si j'en attrape un, je peux commencer à le déformer. Je peux aussi, vous voyez, quand je passe ma flèche sur la courbe elle-même, là, il y a pas de point. J'ai un petit, on voit pas, il y a un petit symbole, comme ça qui apparaît à côté de ma flèche. Si je clique et que je maintiens, je vais pouvoir directement déformer, déformer en fait le trait. Mais ça crée pas de point, ça crée pas un nouveau point avec, des poignées, des courbes de Bézier, ça va justement ajouter des courbes de Bézier là où c'est pertinent. C'est-à-dire en fait sur les 2 points de chaque côté pour pouvoir en fait, faire mon arrondi là en haut de mon rectangle. Et si j'attrape la poignée maintenant, je vais zoomer un peu, pardon. Vous voyez qu'en fait, il y a les poignées vont s'aligner avec différents éléments. Attendez, je crois que je peux encore activer lui là. Voilà, lui. J'ai activé le dernier. Là, il va me proposer, vous voyez, il me fait un angle droit là. Il m'affiche un petit truc à côté de ma flèche en mode, là, tu peux faire un angle droit si tu mets tes 2 poignets ici. Voilà. Donc là, même si la forme est pas forcément très belle, et belle, c'est très subjectif, elle a le mérite d'être symétrique parce que j'ai activé tous ces trucs-là, mais notamment le dernier qui me permet de faire en fait des angles droits, entre les poignées, des points de Bézier. Pour les courbes, là, pour l'instant, j'ai à peu près terminé. Il y a plein d'autres trucs à dire, plein de trucs à voir, mais vous avez vu, l'essentiel. Il y a juste un que je vais vous montrer. Je vais faire un rectangle. Ah, mais du coup, il m'a gardé ma non, laisse-moi tranquille. Je vais essayer, tiens, je vais inverser. Je vais mettre un voilà. Donc je prends le couteau qui est là. Tac. Il m'a coupé, en fait, mon carré en 3 morceaux. Ce qui fait que maintenant, je peux sélectionner. On continue. Ici, là, vous avez donc l'outil rectangle, l'outil ellipse. Alors, juste, je le refais, je vous montre la manie pour ceux qui ne savent pas. Un rectangle, donc c'est un rectangle. Si je maintiens la touche Shift, ça va me contraindre les dimensions, donc la largeur et la hauteur, à être les mêmes, peu importe la taille. Donc, c'est ce qui me permet de faire un carré. Je le supprime. C'est pareil avec l'ellipse. L'ellipse, ça, c'est une ellipse. Si je maintiens Shift, ça me fait un cercle. D'accord? Si je veux pouvoir éditer mon cercle ou mon rectangle, comme je l'ai fait tout à l'heure, si je veux pouvoir éditer le tracé, il faut que je fasse un clic droit, convertir en courbe comme je l'ai fait pour mon rectangle tout à l'heure. Et là, je vais avoir accès aux différents points. Donc comme c'est un cercle, que chaque point est arrondi, j'ai bien des courbes de Bézier, mais que maintenant je peux modifier. Je vais en faire un logo de ça. Ça va pas faire un pli. Allez, vous avez un autre truc ici. Vous avez plein d'outils. Alors, il faut maintenir le clic, parce qu'en fait, il y a une petite flèche là en bas à droite. Et là, vous avez plein d'objets. Rectangle arrondi, l'outil triangle, l'outil trapèze, blablabla. Je vais prendre, tiens, l'outil circulaire, par exemple. Je maintiens Shift pour qu'il soit
qui ressemble un peu à un cercle. Et en fait, sur chacun de ces objets, à chaque fois, vous allez avoir des petits points rouges à différents endroits. Et ces petits points rouges, selon l'objet, ça va vous permettre de modifier rapidement certains paramètres de l'objet. Donc si je prends le point rouge du milieu, je clique, je le déplace, ça va me permettre de faire un peu un effet de tube. Si je prends ce point rouge qui est là, je vais pouvoir, typiquement quand on veut faire des charts, des graphiques, je vais pouvoir en fait modifier ça. Là pareil, j'ai un autre point rouge, ça me permet de faire la même chose de l'autre côté. Ça, pareil, une fois que j'ai terminé de paramétrer mon objet comme je veux, si je veux après en faire un objet vectoriel dont je puisse éditer les courbes, clic droit, convertir en courbe. Par contre, le fait de le convertir en courbe, ça le verrouille. C'est-à-dire que là, maintenant, je peux l'éditer en mode tracé, mais je ne peux plus utiliser les petits points rouges que j'avais juste avant. Ça verrouille le tracé. Je vais vous en montrer un autre. Vous allez avoir, tiens, l'étoile. J'aime bien montrer l'étoile, ça marche toujours. Une étoile. Histoire qu'elle ait un peu une tête d'étoile, je vais appuyer sur Shift. Voilà. Là, mon étoile, c'est pareil, elle a 3 points rouges. Elle a un là et un là. Le point rouge du haut, là, c'est pour arrondir les extrémités de mon étoile. Oh, un trèfle à 5 feuilles. C'est pas du tout un trèfle en plus. Arrêtez de me laisser dire n'importe quoi, il est beaucoup trop tôt. Ensuite, vous avez l'autre point rouge. Lui, ça va être vous voyez, ça va être ça. Je peux faire un tout petit truc comme ça, ou faire des branches un peu plus, un peu moins marquées, on va dire. Et vous avez celui-ci, qui lui va arrondir le creux des branches. Donc si j'arrondis en haut et que j'arrondis en bas, ça fait un spinner. Ok, on est 2 dans le monde à connaître les spinners, visiblement. Voilà. Et là, toujours pareil, ça après, je peux le verrouiller. Alors, je suis pas obligé de le faire, hein. Ma forme, elle peut rester comme ça. Ça reste du vectoriel que je peux agrandir et réduire comme je veux, il n'y a pas de souci. Mais si après, je veux la modifier un peu plus finement, clic droit, convertir en courbe. Et là, à ce moment-là, ça devient, voilà, là, on voit tous les petits points qui apparaissent. Vous voyez, ça crée pas mal de points, de courbes de Bézier, etc. Et là, je vais pouvoir modifier localement des trucs. Ça sert à rien, mais c'est pour vous montrer que voilà, on peut modifier ce qu'on veut. Par contre, évidemment, je n'ai plus accès aux petits points rouges pour modifier les arrondis, etc. Allez, je vous en montre encore un. Je vous en montrer 2 même. Hello, tu les auras peut-être pas, ceux-là. T'as peut-être la spirale, mais t'as pas le QR code, je pense. Non, j'ai pas les deux. Voilà. Eh ben tant pis pour toi. Je vais quand même montrer. Oui. La spirale. Donc j'ai ma spirale, alors pareil, je peux maintenir le shift et tout, mais par défaut, elle est quand même homothétique. Parce que en fait, vous allez voir que les différents réglages de spirale obligent à ce que ce soit homothétique. Homothétique, ça veut dire que c'est l'agrandissement est proportionnel largeur et hauteur. Donc là, j'ai ma spirale. Alors je vais lui mettre un contour pour que vous la voyez un peu. Voilà, pas si gros, on se détend, hein. Voilà. Là, j'ai ma spirale. Donc pour en fait, je ne l'ai pas précisé, mais pour avoir accès, vous savez, aux réglages et aux petits points rouges qu'on a à chaque fois, il faut bien rester sur cet outil sélectionné. Si vous passez en mode flèche, je dis ça, mais j'ai un doute en fait. Je dis peut-être une bêtise. Je vais regarder tout de suite. Polygone, donc j'ai mes points rouges. Si je passe en mode flèche, non, c'est ça. Si je passe en mode flèche, j'ai plus accès aux petits points rouges. Il faut que je me remette bien sur l'outil qui sert à faire des formes. Ok. Alors ça, je vais le supprimer, c'était juste pour tester. Donc je reviens sur ma spirale, je fais attention parce que là je suis en flèche noire, je me remets bien sur l'outil d'objet. Et là pour la spirale, c'est un peu particulier, il n'y a pas de point rouge, mais il y a un menu déroulant avec des styles. Vous avez linéaire, vous avez le déclin, c'est-à-dire que petit à petit on plonge dans l'abîme de l'oubli et de l'infini chaotique. Vous allez avoir le semi-circulaire, c'est-à-dire qu'en fait chaque branche de votre spirale est un demi-cercle. Donc là j'ai un demi-cercle parfait, et là j'ai un demi-cercle parfait aussi. Et en fait, le décalage entre chaque demi-cercle, il est... je peux ajouter le nombre de spires, pardon. J'ai commencé une phrase, mais je la finirai pas. Comptez pas sur moi. Mais donc voilà, à chaque fois, ce sont des demi-cercles. Demi-cercle, demi-cercle, demi-cercle. Et le nombre de spires, ça se base sur la largeur, sur la taille globale de ma spirale. Donc comme ça va pas agrandir la spirale, ça va rajouter les spires, donc ça va condenser davantage. Par contre, si j'agrandis ma spirale, voilà, les spires s'espacent un peu plus. On va voir la reproduction semi-circulaire. Donc là, alors je vais enlever un peu quelques spires quand même pour qu'on y voit plus clair. Donc ça part un peu dans les deux sens. Vous pouvez changer le sens de l'orientation de la spirale, pardon, ici. Horaire, anti-horaire, ça c'est là pour toutes les spirales. Et vous pouvez aussi casser les courbes de Bézier. En fait, ça fait une spirale qui est anguleuse. On va se remettre en spirale pas anguleuse. Fibonacci. Qui peut me dire ce que c'est que le nombre de Fibonacci? J'aime bien prendre l'accent italien alors que j'ai fait allemand. C'est ce qui va vous permettre d'avoir de faire ce qu'on appelle le nombre d'or. Et puis en mode tracé, où là, vous allez pouvoir modifier le nombre de spires, les divisions. Alors, la division, ça va... En fait, moins il y a de divisions, plus ça va faire... J'ai pas de vocabulaire, donc je fais des onomatopées. Si je mets 5, ça va faire beaucoup de... Voilà, ok. Donc ça, c'est à tester, je vais pas toutes les faire. On l'a compris, entre Affinity V1 et V2, il n'y a pas autant de formes que ça, mais il y en a quand même pas mal dans le... Je pense que tu as au moins jusqu'au petit cœur, Elodie. Oui, c'est ça. Ouais, donc Elodie, elle peut faire des petits cœurs. On peut faire ça, on maintient le shift. Non, le shift, non, ça écrase les cœurs. Là, il faut faire preuve de design. Et là, le petit cœur,
Bah, lui, il a qu'un point, je crois. Et c'est en fait, on creuse. Ou pas. Voilà, le nombre de modificateurs dépend vraiment de l'objet et de ce qu'on peut modifier ou pas dessus. Après, toujours pareil, si je veux aller plus loin sur la modification de mon cœur, je peux le transformer en forme. Et pour finir, vous allez voir ça, c'est simple, c'est le QR code. Donc lui, vous n'avez pas besoin de maintenir Shift parce qu'un QR code, c'est forcément carré homothétique. Vous pouvez cependant changer, alors je vous conseille d'enlever les contours, pas mettre de contours, et vous pouvez changer la couleur de fond. Il faut toujours que ça contraste un QR code, alors ne mettez pas un QR code comme ça. Genre, si vous me faites ça là, genre jaune sur fond blanc, je vous tape. Alors, on met une couleur qui contraste, et en fait là-haut, vous allez pouvoir mettre l'URL. Donc vous cliquez dessus, donc vous pouvez copier-coller une URL, vous pouvez même, en fait, ça peut être autre chose, ça peut être un texte, ça peut être un numéro de téléphone, un SMS, un email, un WhatsApp, un FaceTime, donc voilà, ça peut être un code Wi-Fi ou une V-card. Donc vous voulez faire votre beau gosse, vous êtes chez vous, et là, il y a un copain qui vient, fait, c'est quoi ton Wi-Fi? Et je fais, attends, regarde, j'ai fait un QR code juste pour ça, tu vois. Oui, je sais, les box le proposent maintenant nativement, mais ça, vous pouvez faire un QR code personnalisé, quoi, faire d'une autre couleur et tout ça. Là, par défaut, il vous met Affinity Serif, donc c'est un QR code à cette tête-là, mais si vous mettez un autre URL, vous allez voir, il va automatiquement changer de tête. Donc ça, c'est pratique, et en plus, comme c'est du vectoriel, vous pouvez vraiment après l'agrandir et le réduire. Justement, faut pas tenir Shift, l'agrandir et le réduire en fonction de vos créas, de vos supports, etc. Le slice, tu veux dire le cutter, Christophe? Ok, je fais un carré pour Christophe. Non, mais c'est pas grave, Romain. Non, mais on est là pour. Tu vois, c'est rapide. Parce que c'est plus visible, c'est plus facile de comprendre le principe du cutter sur une forme que sur un truc avec juste un contour. J'ai fait un rectangle. Là, j'ai même pas besoin de le transformer en tracé. Je sélectionne donc mon cutter qui est là, mon couteau, pardon, et je vais faire Haya! Et puis je vais me faire Haya! Je maintiens mon clic, tac. Et là, j'ai des tracés qui apparaissent, et on voit que là, dans ma palette de calque, là où j'avais un rectangle, donc un calque, j'en ai 3 maintenant. Donc maintenant, avec ma flèche noire, je vais pouvoir attraper, alors pardon, hop, ils sont sélectionnés tous en même temps, attraper séparément les éléments et les déplacer. C'est devenu des objets indépendants qui ont été séparés sur la base de mon coup de Fruit Ninja, parce que j'ai la main sûre. Voilà. Ah, ok, merci. Non, parce que j'avais pas. Ouais. En fait, par défaut, quand tu c'est ce qui m'a fait. En fait, il te les sélectionne tous. Donc en fait, si tu essaies de les déplacer, ça les déplace tous d'un coup. Donc il faut vraiment aller désélectionner ou les sélectionner un par un après. Après, une fois que tu as sélectionné un, tu peux Ok. dessus. Ok. Ouais, c'est nickel. Merci. Je vais faire un cercle bleu. Je vais faire un. Pourquoi tu rigoles, Anthony? Parce que je fais un cercle? Ça te fait rire, les cercles? Attention, hein. Je vais faire un carré que je vais mettre l'un au-dessus de l'autre. Pour qu'on les différencie, le carré, je vais lui mettre une autre couleur. Voilà. Et je vais sélectionner mes 2 éléments. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est un truc qu'on a de base dans les logiciels de créa. Vous avez ça dans Figma, vous avez ça dans Illustrator, vous avez ça dans Affinity Designer. C'est la notion d'objet composé et de pathfinder. Comment ça marche? Hyper simple, parce qu'en plus, les icônes sont assez intuitives. Là, j'ai sélectionné mes 2 objets, parce que forcément, je vais procéder à des opérations sur ces objets-là. C'est ce qu'on appelle les opérations booléennes. Et là-haut, j'ai des petits pictos. Tic, tic, tic. J'ai le plus. Donc si je clique dessus, il me fusionne les 2 formes en une seule. Vous voyez, là, j'ai plus qu'une seule courbe. Alors par défaut, il a appliqué la couleur bleue, mais bon, peu importe la couleur. Juste là, j'ai plus qu'une seule forme. Je fais un commande Z ou CTRL Z pour revenir en arrière. Si je fais celui-là, il va prendre l'objet qui est dessus dans l'ordre des calques, donc en l'occurrence mon rectangle, et il va le soustraire de l'objet qui est dessous. Donc là, j'ai plus qu'un objet, qui est donc mon presque demi-cercle, qui s'est vu amputé d'un carré. Je reviens en arrière. Là, c'est l'intersection des 2 qui est conservée. Vous voyez la partie bleue. Donc là, j'ai un nouvel objet qui est le fruit de l'intersection des 2 objets là où ils se recoupaient. Là, c'est le contraire. Ça m'enlève l'intersection et ça me garde ce qu'il y a en dehors de l'intersection. Et là, c'est un que vous n'avez pas partout, qui divise. Donc là, en fait, il me supprime rien, mais il me crée 3 objets différents. Donc j'ai maintenant la partie bleue, la partie de droite et la partie du milieu, donc l'intersection. Donc, je supprime ça. Donc là, ça c'est le truc de base, vous pouvez le faire sur n'importe quel type d'objet, vous pouvez imbriquer des ronds avec des formes que vous avez créées, enfin voilà, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Là, je vais refaire à peu près le même principe. Je vais refaire un carré, je vais changer la couleur quand même. Puis je vais mettre une 3e forme, je vais mettre un cercle. Donc là, pareil, je vais sélectionner mes 3 objets. Alors je prends flèche noire par exemple. Voilà, ils sont tous les 3 sélectionnés, ou je peux les sélectionner dans ma pile de calque. Ok. Et je vais utiliser un truc qui s'appelle le créateur de forme. Vous avez la même chose dans Illustrator qui s'appelle le concepteur de forme. C'est lui là. Donc là, en fait, quand je l'active, vous voyez qu'il m'identifie des formes. Je vous le fais en mode simple. Parce qu'après, il y a des raccourcis clavier. D'ailleurs, j'ai pas fait le focus là-dessus, mais dès que vous sélectionnez un outil, vous voyez qu'en bas, là, vous avez une petite barre qui vous indique tous les raccourcis clavier que vous pouvez utiliser pour, à la volée, utiliser votre outil différemment. Là, je vais le faire en mode débutant. Il y a des pictos, il y a des icônes. Action, ajouter, supprimer.
créer une forme à partir de zone sélectionnée, mais ça, on va pas le faire. Je vais faire supprimer. Donc, je clique sur le moins. Et là, si je clique sur, par exemple, ça me supprime la forme. Je fais un CTRL Z. Là, j'ai cliqué, mais je peux faire, en fait, je peux tracer un trait qui va passer au-dessus des formes que je veux supprimer. Par exemple, je veux enlever celui-là et celui-là, les deux morceaux. Je trace un trait. Je maintiens mon clic, en fait. Je trace un trait. Et voilà. Je peux faire le contraire, c'est-à-dire l'action plus, qui va en fait fusionner les formes. Donc si par exemple, je vais tracer un trait sur les 3 formes, je vais faire, allez les gars, voilà, tout a été fusionné en une seule forme. C'est bootleg Mickey là que je viens de faire. Il est beau, hein? Bon, et puis celle-là, vous avez compris à quoi ça sert. Si je sélectionne ça, voilà, ça m'a créé un objet. En fait, ça me l'a superposé. Si je les désélectionne pour les masquer, oups, pardon, c'est pas ça tout que je voulais faire. Tac, tac, tac. Voilà, ça m'a créé une forme. Ça correspond en fait au truc du Pathfinder, ça revient à lui à peu près en fait. Oh, je vous lance sur un exercice, allez. Vous êtes prêts? Je vous le présente et si vous voulez, on fait une pause. Et comme ça, après, on reprend. Ok. Je vais vous partager un lien. C'est un dossier, dedans, il y a juste une image que vous allez en fait importer dans Affinity pour l'avoir à côté de vous, qui s'appelle pansement. Et nous, ce qu'on va faire, en tout cas dans un premier temps, c'est de reproduire les petits bonhommes là. Donc vous voyez, il y a une forme de pansement, il y a des petits bras que vous allez pouvoir faire entrer en contour, vous avez des petites ellipses, des petits cercles pour faire les yeux. Alors me faites pas un cercle avec un contour blanc autour, parce que sinon il va être comme ça. On va croire que le pansement il veut aspirer notre âme d'enfant. Donc vous faites bien 2 cercles séparés pour pouvoir déplacer la pupille du cercle. Et puis quand vous aurez fait les 2 pansements, peut-être on s'attaquera un peu aux petits effets là, aux faux effets de brillance et tout ça qu'il y a dessus. Ok, donc ça vous le téléchargez. Vous faites un plan de travail. Là pour le coup je vais peut-être le réduire un peu en largeur. Et je glisse. Alors quand je le glisse, il m'ouvre un nouveau fichier, c'est pas très grave. Je vais le déverrouiller, le sélectionner, CTRL-C ou Command-C pour le copier, et je vais le coller ici. Voilà, je le réduis. Pour l'avoir à côté, c'est plus simple. Hein. Ce qui nous intéressait, les petits bonhommes. Voilà. Et pour pas le toucher, le déplacer, je vais sélectionner mon calque arrière-plan. Alors, soit vous cliquez à côté du rond, soit vous cliquez sur le petit cadenas ici, pour verrouiller le calque. Vous voyez, quand je passe la flèche dessus, il m'affiche un cadenas, donc je peux cliquer directement. Sinon, je clique sur le petit cadenas, ça fait pareil. Donc là, il est verrouillé. Si je clique dessus par erreur ou quoi, je peux pas le déplacer. Je vais virer mes trucs d'ellipse, là. Hop. Et donc, l'idée, ça va être de créer ces petits bonhommes-là. OK? Je propose qu'on fasse la pause maintenant, que vous digériez un petit peu ça. Je vous montrerai les premières étapes, au moins pour la forme du pansement, parce qu'il y a 2 façons de faire. OK? Comme ça, vous pourrez choisir celle que vous préférez. Et après, je vous laisserai un petit peu de temps pour faire l'exercice. Je le ferai en même temps que vous, mais je ferai exprès d'aller un peu plus lentement pour vous laisser le temps d'avancer quand même. Non, mais c'est pas en mode je suis meilleur, tout ça. C'est parce que sinon, vous allez regarder tout ce que je fais. Je veux que vous cherchiez tout seul. C'est pas quand même, je suis quelqu'un de super humble. Déconnez pas. Re. J'ai une question. Et coucou. Qui parle? Qui parle? Anthony, je t'écoute. Quand les calques ils partent sur le côté, comment on fait pour les faire revenir? Quand ils partent sur le côté. Je les vois plus, tu sais, j'ai les couleurs et tout ça, mais j'ai plus les calques. Tu peux me partager ton écran? Parce que du coup, je suis pas sûr de comprendre. Dans la palette de calques ou ils sont en dehors de ton plan de travail? Mais je vois plus mes calques sur le côté, sur la palette, je crois. Ah, t'as fermé ta fenêtre calque? Je crois. Ok, alors attends. Je vais partager mon écran de toute façon. Quand vous fermez des calques ou des palettes de calques, enfin des palettes tout court, des outils, vous voyez mon écran. Hein. Non, c'est l'écran de toit. Tu vas dans Fenêtre. Fenêtre. Ouais, mais en fait, on voit pas sur quoi tu cliques, tu partages juste ça. Tu vas dans... Bah du coup, tu as un truc qui s'appelle calque. Ben ouais, il est sélectionné pourtant. Bah désélectionne-le et resélectionne-le. Ah si, c'est bon, c'est affiché. Et sinon, quand vous avez un bug, il y a... Tu peux arrêter de partager du coup. Oui, bah. C'est moi la star, ok? C'est moi qui partage. Alors, quand vous avez un problème, que c'est le bazar pas possible dans votre interface, oui, vous voyez mon écran, c'est bon. Vous êtes donc dans Fenêtre. Ça, c'est Mac et PC pareil. Donc, comme je disais à Anthony, lui, c'était son truc de calque. En fait, ce qui est actif, c'est ce qui est affiché. Alors, c'est pas forcément affiché directement. Par exemple, là, on voit que j'ai échantillon qui est actif, mais en fait, il est quand même, c'est un onglet, il est quand même caché visuellement. Il est là,
mais voilà, il est présent, mais il n'est pas affiché au premier plan. Et donc, quand c'est comme ça, parfois on cherche un panneau qu'on a juste sous le nez, on le voit pas, vous l'activez, vous le désactivez. Et sinon, si jamais c'est trop le bazar, vous allez dans Studio et vous cliquez sur Réinitialiser Studio. Et là, il va vous remettre le Studio, c'est l'ensemble des outils, il va vous les remettre en mode de base, quoi. Il est à noter que vous pouvez ajouter un pré-réglage. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez vous enregistrer différentes configurations du Studio selon votre convenance et selon le type de document sur lequel vous travaillez. Et comme ça, vous allez pouvoir, plutôt que de rechanger vos outils, les activer, les masquer, etc., vous chargez le Studio qui vous intéresse. Donc nos petits pansements. On va faire des petits pansements. Je vous montre juste deux manières de faire la forme du pansement. Et aussi, je vais vous montrer, parce que tout le monde ne le sait pas, on peut grouper des calques. Alors, on va commencer par grouper les calques. Ça va être le plus facile. Admettons, je veux faire des yeux. Je vais faire un cercle. Je maintiens Shift pour avoir un cercle parfait. Puis, ce que je peux faire, c'est soit faire un deuxième cercle, soit je fais un CTRL-J ou Command-J pour dupliquer mon cercle. Vous voyez, j'en ai deux maintenant. Donc lui, par exemple, il peut être noir. Il va être plus petit. Je maintiens toujours Shift pour que ça me fasse un cercle plus petit. Et puis le fond de l'œil. Alors si je le mets en blanc, vous n'allez pas le voir. Je vais mettre un gris clair. Voilà, là j'ai un œil. Par contre, j'ai deux calques séparés. Ellipse grise et ellipse noire. Je peux les sélectionner tous les deux dans la palette de calques ou les sélectionner directement comme ça en faisant une sélection. Et je fais alors je connais beaucoup plus ces raccourcis, mais CTRL-G ou Command-G. G comme groupé. Et là, vous voyez que ça m'a fait un groupe dans lequel j'ai toujours mes deux calques qui sont séparés. Sauf que maintenant, quand je vais sélectionner, ça va automatiquement me sélectionner le groupe et je peux déplacer mon œil en entier, quoi. Il y a un réglage qui est intéressant de Affinity. Alors vous pouvez changer dans les réglages, mais qui est différent de ce qu'on a par exemple dans Illustrator ou dans n'importe quel autre logiciel. C'est que, alors je vais juste sortir mes calques de leur groupe. Je vais supprimer le groupe. Si je sélectionnais les objets, il faut que je les englobe dans ma sélection. C'est-à-dire qu'en fait, la plupart des logiciels, quand vous survolez juste une partie de l'objet comme je suis en train de le faire, ça sélectionne les objets. Là, en fait, comme j'en ai englobé aucun dans ma sélection, le logiciel me sélectionne rien du tout. Donc si je veux englober le cercle noir, sélectionner le cercle noir, il faut que je l'englobe. Vous voyez ? J'ai lâché, donc là il m'a pris que le cercle noir, et si je veux les deux objets, il faut vraiment que j'englobe les deux objets. Alors ça peut paraître contre-intuitif par rapport à ce à quoi on a été habitué de manière générale sur les logiciels, sur les sélections, mais en fait on se rend vite compte que quand on est dans un document où on a beaucoup de calques qui sont les uns à côté des autres, qui sont superposés, en fait plutôt que d'aller sélectionner les calques un par un pour sélectionner uniquement ceux qu'on veut, souvent la sélection englobante fait que en fait on sélectionne uniquement ceux dont on a besoin sans sélectionner ceux qui sont derrière ou à côté. Mais après c'est libre à vous. Si vous voulez modifier ce réglage, vous allez dans Affinity, Réglages, vous vous mettez sur Interface utilisateur, et l'option c'est sélectionner l'objet s'il entrecroise le cadre de sélection. Donc par défaut c'est désactivé, comme je vous l'ai montré, mais si vous l'activez, là vous voyez que j'ai à peine... là les deux objets sont sélectionnés parce que j'ai juste mis mon cadre de sélection un petit peu sur les deux. Voilà, ça peut être un peu déroutant, alors je vous montre la manip. Donc là je le décoche. Voilà. Donc là j'ai fait un œil, Command G, CTRL G, je l'ai groupé, je peux renommer mon groupe, je double-clique, je fais œil. Et puis du coup, je peux le dupliquer, mon groupe. Commande J ou CTRL J, je le décale. Eh, mon bonhomme, il regarde en bas à droite. Ça n'existe plus. Maintenant, le pansement. Il y a deux façons de faire. Enfin, il y a plein de façons de faire, mais on va dire les deux façons les plus rapides que moi là je perçois, et c'est pour ça que je vous ai montré différents outils tout à l'heure, parce que vous verrez qu'avec l'expérience, avec la pratique, finalement c'est pas dur de créer des visuels, c'est juste que ça peut être un peu long. Il suffit d'avoir plein de détails, plein d'objets à créer, même si ce sont des formes simples, parce que ça va être peut-être des cercles ou des pansements, là c'est jamais que des rectangles avec le haut et le bas arrondi, donc ce sont pas non plus des formes très complexes, et en l'occurrence vous avez plein d'outils qui vous évitent d'avoir à les dessiner de zéro, quoi, à partir de zéro. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est faire un rectangle, faire un clic droit et le... Alors attends, je vais mettre une couleur qui se verra un peu mieux parce que vous n'allez pas voir. Voilà, on se détend. Rectangle, clic droit, convertir en courbe. Et là, je vais faire ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que je suis en flèche blanche, donc en sélection de tracé. Je vais attraper mon tracé du milieu, là, pour faire cet effet-là. Alors après, il faut être un peu précis parce que vous voyez, si je fais comme ça, l'idée, c'est qu'il soit un peu symétrique. Si vous voulez faire un tracé symétrique, vous allez pouvoir utiliser les règles. Je vais dans les règles là, je clique, vous voyez que ça change mon icône, je maintiens mon clic, et je peux mettre un repère. Là je fais ça un peu à l'arrache, hein, mais c'est pas très grave. Je vais essayer de centrer mon rectangle par rapport au repère. CTRL R, et sinon c'est dans, donc commande R sur Mac, et sinon c'est dans affichage, afficher les règles, dans affichage. Donc le fait d'avoir des règles, ça vous permet d'ajouter des repères. Là vous voyez j'ai calé mon rectangle par rapport à son centre. Donc là je me remets en flèche blanche, le raccourci c'est A. Je me mets au milieu, j'attrape, là je sais que je suis à peu près centré. Je fais pareil en bas, voilà. Là j'ai fait un petit pansement un peu rapido, sympathique. Il y a une autre méthode, qui est ni mieux ni moins bien. Là mon repère, si je le remets dans les règles,
Je peux prendre un cercle. Je fais un cercle parfait, maintenant Shift, et je vais prendre un rectangle. Alors pareil, le rectangle, on va lui mettre une autre couleur, parce que sinon, voilà, je vais le mettre derrière pour mieux l'identifier. Je vais sélectionner les deux objets, et pour m'assurer qu'ils sont bien calés l'un par rapport à l'autre, j'ai utilisé un outil que je ne vous ai pas montré, qui est lui, outil d'alignement. Je vais dire juste qu'il soit centré dans la largeur, donc ici. Voilà, là ils sont bien centrés. Ok. Et je fais appliquer. Mon rectangle, je vais le faire un peu plus mince. Donc, je sélectionne que le rectangle. Attendez, j'ai fait une bourde. Pardon, il m'a fusionné mes deux trucs. Ah, pas du tout. Pas grave, je mets l'un en dessous de l'autre. Mon rectangle, je vais le faire un peu moins large. Comme de toute façon il y a le magnétisme, l'outil d'alignement, je peux m'en passer, il suffit que je glisse, vous voyez, là il m'a tout centré. Je sélectionne mes deux objets, et là je vais lui dire, bah, tu vas me garder l'intersection avec le pathfinder de tout à l'heure. Voilà, j'ai un pansement. Que je peux encore modifier après, hein, si je veux, hein, je peux reprendre ma petite flèche blanche. Mais là par contre j'ai des points là, il m'a fait des points. Ok, donc j'ai plus de points, donc plus d'axes de courbe. Donc vous savez faire un petit pansement, vous savez faire des petits yeux. Là pour les bras et les jambes, je pense que ça va aller. Je vous laisse 20 minutes dans un premier temps, puis en fonction de là où vous en serez, je rajouterai un peu ou pas, parce qu'il n'y a pas de... Moi je vais avancer aussi de mon côté. Idéalement faites les deux pansements, mais bon vous avez vu dès que vous en avez un, le deuxième il est pas très compliqué. Allez c'est parti. Tu prends, t'as les outils ici là. Là t'as symétrie horizontale, verticale, et vous la faire basculer rotation. N'hésitez pas à essayer de reproduire des choses que vous avez dans votre quotidien. Parce qu'en fait, quand on regarde ne serait-ce que du packaging, il y a toujours des petits bonhommes, des objets ou même des logos ou des pictos. Et c'est toujours intéressant d'essayer de refaire. Tant que c'est dans le cadre d'un entraînement, vous avez le droit de copier, de reproduire ce que vous voyez. Par contre, c'est pour le vendre et vous faire de la moula avec. Attention au plagiat. Vous finirez dans le 7e cercle des enfers si vous faites ça. Petite parenthèse importante, parce que je viens de faire la manip sur mon objet. Je suis en train de faire la bouche. J'ai utilisé l'outil plume, je vais le refaire à côté. Hop. Donc j'ai commencé à faire un truc comme ça en gros.
Sauf que vous voyez, en fait, si je continue, il va continuer mon tracé. Moi, je vais juste garder en fait la partie basse de ce tracé, donc je ne vais pas le fermer. Vous appuyez sur échappe sur votre clavier. Et comme ça, il vous garde uniquement ce que vous avez tracé. Et après, vous pouvez faire ce que vous voulez. J'ai un truc à vous montrer. Ça va vous servir notamment pour les bras et les jambes. En fait, bon, là je suis en mode pinceau vectoriel. Si je le trace, vous voyez que c'est genre à main levée. En plus, je suis à la souris. Donc voilà, même s'il me lisse un petit peu l'ensemble, c'est pas forcément ultra précis, ultra fluide, on va dire. Vous avez un truc, donc je me remets sur mon pinceau là. Vous avez un truc qui s'appelle le stabilisateur. Donc vous pouvez être en mode pinceau vectoriel. Et vous avez un truc qui s'appelle le stabilisateur, donc vous pouvez l'activer. Et vous avez deux modes. Vous avez le mode par défaut qui est le mode corde et le mode fenêtre. Le mode corde, en fait, pour comprendre comment ça fonctionne, il suffit d'utiliser. Vous glissez. En fait, vous voyez qu'il y a un petit truc comme si le tracé était précédé. Oui, comme un petit élastique un peu. Ok. Et ça permet en fait de faire des tracés un peu plus maîtrisés parce qu'en fait, c'est comme s'il y avait un léger décalage entre le moment où, vous le voyez, le moment où vous cliquez et le moment. Il me suit, il arrête pas de me suivre. Ah! Où vous cliquez et le moment où ça trace. La longueur de l'élastique, ça se joue ici. Donc vous avez vu que la longueur, elle s'étire un peu en mode élastique, mais ça reste une moyenne. Le mode corde, la longueur, elle reste fixe. Vous voyez, j'ai mis 25. Si je mets, j'ai mis 35. Si je mets 100. Et le mode fenêtre, justement, c'est ce qui fait cet effet un peu élastique. Corde, c'est une corde. Fenêtre, c'est un élastique. Voilà, maintenant vous savez. Et pour dessiner vos petits bras, par exemple, ça va être beaucoup plus simple. Moi, je suis pas embêté, hein. J'ai la courbe du bras qui va faire le doigt du milieu, parce qu'ils ont 3 doigts en plus.
Et après, c'est juste 2 petits traits que j'ai mis, voilà. Et je les ai groupés dans un seul, tu vois, j'ai fait un truc qui s'appelle bras gauche. Et j'ai regroupé ces 3 courbes dans un seul calque, comme ça, après, quand je le déplace, avec la flèche noire, j'ai tout qui se déplace avec. J'ai dupliqué, j'ai mis en mode miroir, et puis j'ai remodifié la courbure du bras pour que ce soit pas complètement symétrique, qu'il y ait un peu de folie. Quand tu as des traits qui sont moins lisses, c'est qu'en fait, en général, tu as trop de points à l'intérieur. Donc le mieux, c'est d'ailleurs ce que j'ai fait sur le deuxième, je l'ai dupliqué, mais pour lui donner une forme différente, j'ai enlevé un des points. Celui-là, il en a 3 en fait à gauche là. Il y en a un qui est ici. Et en fait, plus tu as des points, bah, plus tu crées des nœuds dans ta courbe. Et même si tu as des poignées, des courbes de Bézier, plus tu vas avoir un truc qui n'est pas ultra net. Donc le plus simple, quand tu veux simplifier un tracé, si tu veux pas le refaire de zéro, c'est d'enlever pas mal de points et de garder que ceux qui sont vraiment importants. Parce que tu vois, par exemple, pour avoir cette courbure-là, j'ai juste besoin du point de base et d'un deuxième point, et après je joue avec les poignets pour donner la courbure que je veux à ma courbe. Ou en l'occurrence, tu peux attraper directement n'importe quel endroit de la courbe et dire, bah voilà, tu m'ajustes mon truc, quoi. Donc s'il fait vraiment trop pas net, c'est vraiment que tu as trop de points, faut que tu fasses le ménage. Les pansements, ils sont beaucoup plus arrondis au coin. Donc, méthode simple, on sélectionne le fond du pansement, donc là que j'ai appelé corps, et je vais lui ajouter un contour qui va être ma pipette, hop, voilà, et je vais rajouter un petit contour. Et je vais l'ajouter sur l'extérieur de l'objet, ici. Et rien que le fait qu'on ait un petit contour, alors forcément ça va rendre le pansement un peu plus gros, mais s'il faut on réduit un peu la taille du corps derrière, ça va permettre d'arrondir un peu les angles. Voilà, littéralement. Et lui, je vais lui faire pareil. Je vous montre un autre truc important sur l'épaisseur des contours. Là, j'ai une case qui est désélectionnée par défaut qui s'appelle échelle de l'objet dans l'outil trait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, alors si je prends mon pansement bleu auquel je vais mettre un contour, le contour de mon pansement bleu, il fait 4 points d'épaisseur. Si j'agrandis l'objet, il va rester à 4 points. Ce qui veut dire que je ne vais plus avoir cet effet d'arrondi. C'est-à-dire que le contour, lui, il va garder une valeur absolue, quelle que soit la taille de mon objet. Donc si je le réduis, si je réduis l'objet, le contour il va avoir l'air très épais, puisque fatalement, par contraste, l'objet va être très petit par rapport au contour. Et si j'agrandis, le contour va apparaître très insuffisant, très petit. Donc pour que le contour s'agrandisse de manière proportionnelle à l'objet, il faut sélectionner échelle de l'objet. Ce qui fait que quand vous agrandirez votre objet, le contour s'agrandira de manière proportionnelle pour garder cet aspect que vous avez là.
vais vous donner un petit tips pour si on voulait aller un peu plus loin dans le design des pansements. Et après, je vous montrerai un tout autre outil. On va parler des dégradés. Alors pour ça, je vais d'abord créer un plan de travail à côté juste pour la démo. Et après, on mettra son application sur au moins un des pansements. Je fais un plan de travail. Je vais faire un carré ou un rectangle, voilà. Alors bon, il m'a gardé mes derniers réglages, je veux pas de contour. Donc là, par défaut, il m'a remis un fond de couleur jaune qui correspond au dernier réglage que j'avais fait. J'ai dans Affinity un outil ici qui permet de faire des dégradés. Donc je le sélectionne, je vais sur ma forme, je le trace. Alors en général, ce qu'il fait, c'est que quand vous avez déjà une couleur d'appliqué, il va repartir de votre couleur de base et vous proposer une couleur plus foncée pour obtenir un effet dégradé. Ce que je peux faire maintenant, en restant toujours en mode dégradé, c'est sélectionner, c'est cliquer sur ce point-là, qui va correspondre en fait à la couleur qui m'affiche là. Donc si par exemple, ça va être magnifique ce que je vais faire, si je mets du bleu, ça a changé la couleur du point en bleu. Si je modifie la couleur de ce point-là, je clique dessus. Le fait qu'il soit actif, il est un peu plus gros que l'autre. À chaque fois, ça permute. Vous voyez, là, il est plus gros, il est actif. L'autre, il est plus petit. Si je clique dessus, hop, c'est lui qui est plus gros et lui qui est plus petit. Donc lui, pareil, je vais pouvoir lui mettre une autre couleur, par exemple un bleu. Là, j'ai une petite réglette. La petite réglette, par défaut, elle est à 50%, c'est-à-dire qu'elle est à équidistance des deux points. Donc si je la sélectionne, ça me fait une petite flèche, et que je la glisse, je vais pouvoir en fait déjà modifier un peu à quel moment les couleurs elles se mélangent. Et si je le pousse vraiment très bas, je peux avoir un truc quand même, voilà, très bleu clair en haut, très bleu foncé. Mais je peux aller encore plus loin. Quand je passe ma flèche sur la courbe, je suis toujours en dégradé, hein. On garde tout ce qui va avec l'outil. Quand je passe ma flèche sur la courbe, alors je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un petit plus à côté de ma flèche. Donc si je clique, ça va me permettre d'ajouter une troisième couleur. Par défaut, la couleur qui est ajoutée, c'est la couleur qui correspond à l'endroit où je clique. Mais là maintenant, en la sélectionnant, comme j'ai sélectionné les deux autres tout à l'heure, je vais pouvoir lui mettre une autre couleur. Le futur. Cette couleur-là, je vais pouvoir la sélectionner et la déplacer. Et pareil, maintenant, je vais avoir une réglette entre chacune des couleurs. Là, j'ai une réglette entre cette couleur-là et cette couleur-là, ce qui va me permettre un peu de moduler tout ça. Et puis pareil, entre la couleur du milieu et la couleur du bas. Là, je vous montre comment on fait un dégradé. Après, je ne vous ai pas dit comment on fait un beau dégradé, hein. C'est pas la même chose. Là, ce que j'ai dans le cadre de mon outil dégradé, c'est que j'ai aussi des petits modificateurs. Il n'y en a pas 10 000, mais il y en a quelques-uns. Ce qui va être surtout intéressant, c'est le type. Là, il est linéaire. Je peux vous faire un elliptique. Alors, l'elliptique, vous avez un nouveau point qui s'ajoute. En fait, ça fait un cercle, l'ellipse. Vous pouvez déplacer votre dégradé après dans votre objet et choisir la largeur. Et sur une des courbes, vous retrouvez vos couleurs et vos petites réglettes. Vous allez avoir le radial. Alors là, comme j'ai tout pété, je vais faire juste un petit... Le radial, normalement, c'est un truc circulaire. Oh non, c'est pareil. Hop. Et je vais pouvoir le décaler. Réduire mon point. Voilà. Et là, vous avez un autre bouton qui est le bouton inversé. C'est pour inverser les couleurs de votre dégradé. Ça inverse tout. Vous avez le conique et vous avez le bitmap. Et le bitmap, c'est voilà, il faut charger une image, mais ça, je vais pas vous le montrer aujourd'hui. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est le... Alors, il y a le uni, mais le uni, c'est juste une couleur, en fait. Pas un dégradé de la même couleur. On va se remettre sur un dégradé linéaire. Donc là, il m'a changé les couleurs. Je vais remettre ce que j'avais fait tout à l'heure. Je vais virer ce point-là. Donc j'ai cliqué dessus, j'ai appuyé sur supprimer avec mon clavier. Donc j'ai que mes deux points là. Il y a un truc qui est assez cool, c'est que si je sélectionne par exemple ce point-là, ça c'est valable pour même si vous appliquez une couleur toute seule, en dehors de tout dégradé, sur un objet. Sélectionnez la couleur, et dans votre palette couleur ici, vous avez ici des petits réglages. Alors par défaut, vous avez l'opacité, qui est donc à 100%. Donc quand on est opaque, c'est qu'on n'est pas transparent. Et quand on est à 10% d'opacité, c'est qu'on est très transparent. Vous avez une petite réglette pour changer en fait l'opacité de la couleur. Donc là, ça me change l'opacité de ma couleur du bas. Comme le fond de mon plan de travail est blanc, ça me fait un truc qui va aller vers du plus clair. Si je clique sur le petit cercle qui est là, vous voyez, ça m'écrit permuter. Là, c'est plus de l'opacité, c'est du bruit que je vais ajouter. Donc par défaut, j'ai 0% de bruit. Mais si j'augmente la réglette, ça va me permettre d'ajouter en fait un peu de texture avec du grain. Alors le bruit, il faut l'utiliser avec parcimonie, plutôt sur des couleurs foncées, parce que sur les couleurs claires, ça peut avoir tendance à salir un peu, mais bon, après, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, hein, mais voilà. Vous pouvez donc ajouter du bruit, et ça va être du bruit qui va être recalculé systématiquement quand vous allez agrandir ou réduire votre objet. C'est pas un bruit d'une image bitmap qui est appliqué comme ça, plaqué sur votre visuel, et si vous l'agrandissez, ça va étirer le bruit et faire un truc dégueu. Le bruit est recalculé en fait à chaque fois que vous modifiez la taille de l'objet. On va retourner sur nos petits pansements. Mon plan de travail là, avec mon dégradé, je vais le virer, j'en ai pas besoin. Dans Affinity Designer, et vous avez ça aussi dans Affinity Photo,
je sélectionne mon petit corps là. Vous avez un truc qui s'appelle les effets rapides. Donc c'est un onglet qui est là, qui est à côté. Vous avez calque, pinceau et FX, effets rapides. Vous allez pouvoir appliquer par exemple, là je vais faire un truc un peu cracra, une ombre interne. Donc je la coche. Et si je clique sur la petite roue crantée, je vais avoir accès à une petite fenêtre. Par défaut, les modes de fusion, ils sont en produit, c'est-à-dire que ça se mélange avec la couleur du fond. Donc là, en fait, on ne voit pas mon ombre. Je vais me mettre en normal et je vais augmenter le rayon de mon ombre. Je peux faire un petit décalage. Je peux choisir l'orientation du décalage. Le rayon, c'est la taille de l'ombre. Et je peux faire un petit effet. Bon, là, c'est pareil, c'est un autre type d'effet. C'est pas exactement comme là, mais je peux faire un petit effet d'ombre un peu cracra. Je peux faire aussi une lueur interne ou un biseau. Ah, c'est ça, en fait, qu'ils ont appliqué. Ils ont fait un biseautage ici, là. Je vais désactiver mon ombre interne. Je vais rien changer, je vais laisser comme ça. C'est beau, hein. Il y a un biseau et une espèce d'ombre externe aussi avec. C'est pas mal. Non, je déconne, hein, quand je dis que c'est pas mal, c'est pas possible. Mais donc voilà, vous avez en fait, c'est pour vous montrer que vous avez différentes façons de créer en fait ces petits effets là de contour ou de justement de relief. Il y a même un effet 3D. Alors, je vais pas sélectionner mon objet. Un effet 3D. Voilà, qui est un effet 3D de 1987 et qui permet voilà, rapidement d'appliquer. Alors après, vous pouvez les régler, hein, les effets. Hein, vous voyez, l'effet 3D, il y a beaucoup de réglages, donc on peut jouer sur le rayon, on peut jouer sur pas mal de choses. On peut le rendre un peu moins cheap, hein, évidemment. On peut l'atténuer, voilà, on peut s'amuser un peu, quoi. Le spéculaire, c'est... alors là, pour ceux qui ont fait de la 3D, lumière spéculaire, ça va vous parler. Spéculaire et brillance, c'est la manière dont les objets reflètent et renvoient la lumière. Donc brillance, c'est le reflet, spéculaire, c'est comment il le reflète. Donc c'est ça qui va donner une texture d'objet. Un objet qui ne reflète pas beaucoup la lumière, par exemple un objet en tissu, bah, il ne va pas avoir la même brillance et la même spéculaire qu'un objet en verre, par exemple, ou en métal. En chrome. Voilà, c'était du petit détail. Mais voilà, donc pour rajouter vos effets sur vos pansements, vous pouvez le faire comme ça. Je vais pas plus loin parce que j'ai d'autres trucs à vous montrer, mais en gros, vous avez la marche à suivre. Je vais vous montrer comment on crée une brèche dans le continuum espace-temps. Je vais créer un autre plan de travail, parce que là, du coup, mes petits pansements, je mets ça en stand-by. D'ailleurs, je vais renommer mon plan de travail pansement. Ok, oups. Il faut nommer les plans de travail. Je vais le verrouiller, parce que je ne vais pas y toucher. Donc là, j'ai un plan de travail qui s'appelle pansement. Je l'ai replié. Et j'ai un autre plan de travail ici qui s'appelle continuum espace-temps. Ce qu'il faut, c'est que je fasse quelques actions, parce que l'idée, c'est d'utiliser l'historique et de pouvoir revenir en arrière. Donc je vais faire un cercle. Voilà, bon, je vais virer le contour. Là, vous regardez, vous n'avez pas besoin de faire en même temps. Je vais faire un carré. Tiens, bah, je vais les sectionner pour faire un petit pathfinder dessus. Je les fusionne. Là, je vais me dire, ah non, commande Z ou CTRL Z, je reviens en arrière. Là, j'ai mon historique. Ah, bah, évidemment, ça n'a pas marché. Ah si, c'est bon. Là, j'ai mon historique de toutes les actions que j'ai effectuées, en tout cas dans ce plan de travail. Et vous voyez qu'à un moment donné, j'ai fait un CTRL Z et ça m'a créé cette petite flèche là. Si je reviens dessus, ça me ramène donc au moment où j'ai fusionné les trucs. Dupliquer ça. Je fais juste des actions random pour qu'on voit la différence. Ok. Là, j'ai toujours ma petite flèche. Si je reviens dessus, il me permute en fait les deux ensembles d'actions que j'ai faites en me mettant sur l'action la plus récente. Donc là, je reviens sur quand j'avais fusionné. Donc c'est une réalité alternative. Et il y a celle où j'étais revenu en arrière, où j'avais défusionné le truc. Et d'ailleurs, il m'en a créé encore une, parce que j'ai fait un command Z entre temps. Elle est là, où j'ai dupliqué tous mes machins. Est-ce que vous avez compris ou pas le truc? C'est un peu tordu. Parce qu'en fait, on n'a pas une visualisation de tous les embranchements. C'est le fait de cliquer qui vous permute automatiquement sur l'autre réalité, sur la réalité alternative, et il vous met automatiquement sur l'action la plus récente, donc la dernière action que vous aviez effectuée dans cette réalité alternative. Et comme là, entre-temps, j'ai fait un deuxième command Z sur cette réalité-là, j'ai une sous-réalité alternative où j'avais dupliqué tous mes éléments. Ce qui fait qu'en fait, en remontant dans mon historique, je peux en fait travailler sur différentes versions de mon travail. Donc ça, c'était la réalité première, ok, où j'ai fusionné. On revient en arrière. Là, c'est la deuxième réalité, mais pour laquelle j'avais aussi une version alternative où j'avais juste déplacé mes objets. Vous avez compris ou pas? Particulier, hein? Je suis peut-être allé trop vite. Hop. Je vais en refaire un. Ça, je vais garder l'historique à côté, ce sera plus simple. Allez, parce qu'il faut que vous compreniez ça. Deuxième take. Alors, j'ai mon rond. Vous voyez que ça me crée l'action ajouter l'ellipse. J'ai mon carré, pas mon rectangle. Voilà, pour le différencier, je vais mettre une autre couleur.
Voilà, donc j'ai bien l'action ajouter le rectangle et définir le remplissage, c'est-à-dire changer la couleur. Je reviens en arrière. Voilà, et à partir de là, je vais modifier mon cercle, la couleur de mon cercle. Et vu que je suis revenu en arrière et que j'ai commencé à effectuer une autre action, là il m'a créé un embranchement. Si je clique sur l'embranchement, je reviens sur la réalité où j'avais mis ce rectangle en bleu et le cercle était resté en rouge. J'ai fait un command Z, je suis revenu en arrière avant le moment où j'ai changé la couleur du rectangle qui était donc rouge et à la place j'ai passé le cercle en bleu. Donc là, Biftanen il a trouvé l'almanach et puis là il l'a pas trouvé. C'est bien Loïc, t'as la ref. Edouard aussi. Ok. Là, c'était peut-être plus explicite de voir le principe. Et ce qu'il y a, c'est que comme vous l'avez vu, alors tout à l'heure, j'avais pas forcément fait exprès, mais on peut faire des sous-embranchements, donc ça peut être infini. Après, ça ne veut pas dire que vous devez baser tout votre flux de travail sur ça, mais ça peut vous permettre de faire des tests sur une version alternative d'un projet sur lequel vous êtes en train de travailler. Plutôt que de le dupliquer et de faire, vas-y, je vais tester d'un côté et tester de l'autre. Voilà. Bon, ça a le mérite d'exister. Après, je vous avoue que j'utilise pas très souvent. Mais c'est toujours rigolo à utiliser. Qu'est-ce qui se serait passé si... Là, on va parler d'une fonction, enfin d'un outil qui s'appelle symbole, que vous retrouvez dans Illustrator sous le nom de symbole, d'ailleurs, je crois, et que vous retrouvez, pas à l'identique, mais dans la même idée dans Figma avec les composants. Bon, je vais rester sur mon continuum espace-temps. Admettons, là vous regardez, parce que si je vous fais reproduire en même temps, vous n'allez pas forcément y arriver. On va arriver au bout. Je prends un symbole, je vais faire comme si je faisais un logo. Voilà. Super logo. Je vais prendre l'outil texte qui est là. Je prends texte artistique. La différence entre texte artistique et bloc texte est expliquée dans la précédente masterclass, donc je n'y reviens pas. Et je vais appeler ça logo de ouf. Ok. Et je vais le dupliquer, je vais mettre une baseline. Alors je vais quand même aller dans texte caractère. Puis on va afficher aussi texte paragraphe, ça peut toujours aider, même si là il n'y a pas de notion de paragraphe puisque c'est un texte artistique. Texte, on va mettre une autre typo, genre toi, et puis on va diminuer la taille de ce truc là. Voilà, bon on s'en fout là, l'intérêt c'est pas le logo, c'est vraiment le fait d'avoir ça. Ok, donc là j'ai un logo qui est composé d'un symbole, d'un texte que je vais mettre dans une autre couleur, un truc qui se voit un peu, logo de ouf, et une baseline qui s'appelle vraiment ouf. Je sélectionne tout ça, je le groupe, commande G ou CTRL G, je le mets dans un coin ici, donc il est là, d'ailleurs je vais le renommer, je vais l'appeler logo, logo de ouf. Je vais dans fenêtre, symbole. Symbole c'est un truc que vous devez aller chercher dans le menu fenêtre parce qu'il n'est pas chargé et actif par défaut. Et ça vous charge cette petite fenêtre là, symbole. Il y a 3 boutons. Créer, détacher, synchroniser. Je sélectionne donc, il est déjà sélectionné, mon groupe logo de ouf, et je vais cliquer sur créer. Ça me l'ajoute ici, et ça me le nomme de la même façon que je l'ai nommé là dans ma pile de calque. Maintenant que je l'ai ajouté, vous voyez que là j'ai un petit trait orange là, dans mon panneau de calque, qui m'indique que c'est devenu un symbole, j'en ai fait un symbole. Ce symbole, alors je peux soit le glisser, comme ça, pour le réutiliser, soit le dupliquer directement. Et en fait, ce qui va se passer maintenant, c'est que dès que je vais faire une modification sur l'un ou l'autre de mes symboles, ça va se répercuter sur les autres. Par exemple, si je change le texte, si je mets logo ouf, ça le change sur les autres. Contrairement à Figma, il n'y a pas de notion de composant maître ou d'instance. Tout est une instance. C'est-à-dire que si je modifie le premier ou le deuxième, ça se répercute sur les autres. Il n'y a pas de master, quoi. Là, c'est vraiment... tout est synchronisé. C'est la petite subtilité. Mais par contre, on peut faire des modifications à la marge. Par exemple, admettons ce logo-là. Je vais en faire une déclinaison. Alors, je vais juste ajouter un petit rectangle derrière. Je le passe en arrière-plan. Et c'est lequel? Voilà. Admettons ce logo-là, je vais en faire une déclinaison blanche. Pour avoir une déclinaison de mon logo qui fonctionne sur fond foncé. Si je lui applique une couleur blanche, alors je peux l'appliquer sur chacun des objets parce que je peux le dérouler, j'ai toujours mes objets, ou je peux le faire comme un gros cow-boy et l'appliquer directement sur tout le groupe. Le problème c'est que comme lui je l'ai passé en blanc et qu'il est toujours synchronisé, en synchronisation, ça l'applique sur l'autre qui est devenu blanc aussi. Ça je veux pas. Donc je reviens en arrière, et ce que je vais faire, c'est que je vais non pas détacher, parce que si je détache le symbole pour toujours. Alors le symbole, je pourrais en faire ce que je veux, mais il sera devenu autonome comme il l'était avant que j'en fasse un symbole. Je vais juste cliquer sur synchroniser ici. J'ai cliqué, ça m'a mis détacher les attributs liés à l'édition. Donc si là je le change de couleur, je pensais qu'en fait le truc restait enfoncé quand on cliquait sur synchroniser. J'ai appliqué donc la couleur blanche sur ce logo là pour que ça ne s'applique pas sur l'autre. Par contre, si jamais je modifie par action, par exemple le nom, logo de ouf,
bah, ça ne me le modifie pas sur cette version-là, puisque j'ai désactivé la synchronisation provisoirement. Donc s'il faut que je fasse, une fois que j'ai fait ma modification de fond blanc, là, de couleur blanche, je sélectionne bien mon objet, et je reclique sur synchroniser. En tout cas, bon, la notion d'instance et de... Il n'y a pas de composants maîtres, c'est toutes les instances sont dépendantes les unes des autres. Donc ça vous permet en tout cas, bah, quand vous avez un logo, que vous l'avez dans un mock-up, que vous l'avez sur... normalement pour une déclinaison qui fonctionne, pour une déclinaison sur fond clair ou fond foncé, vous pouvez garder en fait le même symbole et juste vous modifier à la marge les choses en désynchronisant et en resynchronisant quand vous avez besoin, quoi. Ce qui fait que si après vous changez la typo ou la taille d'un texte, bah, ça va quand même se changer sur toutes les versions de votre symbole. Mais là, je sais vraiment pas pourquoi il m'a... Je vais creuser, parce que ça va m'agacer. J'ai utilisé ce truc-là plein de fois pour des clients. Bah, sur des vrais projets, je vois pas pourquoi il fonctionne plus. Bref, je vais vous montrer un dernier truc quand même, pour histoire de pas vous laisser sur ça. Ça serait un peu dommage. Non, ça va être un peu trop long pour le truc. Vous voulez voir comment on fait du pixel art? Normalement, ça devrait marcher, parce que c'est pas compliqué. Alors... Le pixel art, pour ceux qui connaissent ou ne connaissent pas, c'est le fait de faire une illustration en style de pixel avec les gros carrés et tout et l'aliasing. Le problème, c'est que quand on utilise en fait un pinceau par exemple pour dessiner, pour faire du pixel art, bah en fait, comme le pinceau il essaie d'être un peu smooth, il crée des pixels intermédiaires. On n'a pas ce côté vraiment net de pixels en mode binaire, en mode couleur ou noir et blanc, etc. Ce qu'il faut faire déjà pour faire du pixel art, c'est faire un plan de travail qui soit petit. Par exemple, je vais aller dans transformer et je vais lui dire tu vas faire un truc qui fait 32 par 32 pixels. Ok, tout petit pixel. Je vais l'appeler pixel art. Donc là, je vais zoomer. Vous allez voir que si en plus vous zoomez dans Affinity, à un moment, il vous affiche les pixels. Là, je suis tellement proche qu'il m'affiche en fait, j'ai 32 pixels de haut par 32 pixels de large. Enfin, de large et de haut. Ok. Et là, ce qu'on va faire, même si c'était pas prévu aujourd'hui exceptionnellement, on va cliquer sur le persona pixel. Et pour vous montrer la différence, en gros, si je prends le pinceau, donc ça c'est le pinceau de base comme vous avez dans Photoshop, si je prends le pinceau de base et que je fais un truc comme ça, vous voyez qu'en fait il me crée des pixels intermédiaires. Alors, attends par contre, il me crée des pixels intermédiaires avec des couleurs différentes, parce que si je dézoome, c'est pour me donner un petit effet smooth du pinceau. D'accord? Mais moi je veux pas ça, je veux faire du pixel art. Moi je suis un artiste 8 bits, ok? Donc je supprime ce calque de truc, et vous avez un outil qui est là, qui s'appelle outil pixel. Et là, vous voyez qu'en plus, il me fait un petit carré où là, je vais vraiment pouvoir faire du pixel. Ok. Deuxième chose, parce que ça c'est cool, mais voilà. Il propose, donc l'outil pixel, bon, il y a différentes choses à régler, notamment le flux, l'opacité. Bon, en général, quand on fait du pixel, on a, quoique non, enfin, moi je bosse qu'en couleur, mais parfois les gens ils préfèrent changer l'opacité d'une couleur pour en créer une nouvelle, mais bon, peu importe. Vous avez un truc qui s'appelle alternative ici, qui va vous permettre, en fait, quand vous appuyez sur commande sur Mac et donc sur contrôle sur PC, je pense, il suffit de lire ce qui est écrit en bas, glisser plus quelque chose pour effacer. Là, il me propose d'effacer, donc si j'appuie sur commande, ou contrôle pour vous, je pense, je vais pouvoir effacer mes pixels. Ok. Si je lâche, je vais pouvoir redessiner. Mais je peux modifier cette commande-là, c'est-à-dire que par défaut, ça erase, mais il peut me proposer le background color. Donc là, le background color, ça correspond à la couleur qui est là, donc qui est ici blanc, qu'on retrouve ici. Je peux la changer, par exemple, je peux mettre du bleu. Ok. Donc ma couleur de premier plan, c'est du noir. Si je maintiens commande, je peux mettre ma background color. Ça vous permet de switcher rapidement entre deux couleurs quand vous faites du pixel art. Ok. Voilà. C'était pour compenser de cet échec cuisant sur le symbole. J'ai fait le tour. J'avais prévu plein d'autres trucs, mais que je vous montrerai dans une autre masterclass, parce qu'il y en aura d'autres. Je peux vous spoil, mais j'ai très envie de faire une session quasiment intégrale sur faire du dessin en isométrie ou en axonométrie pour faire des petits décors de jeux 8 bits par exemple. Voilà. Mais ça, c'est un truc qui est, c'est pas compliqué à comprendre parce que ça se base sur un outil qui est propre en plus à designer. Ah, même plus que Space Invader. Ouais, tu vois, c'est quand tu fais des trucs. Alors là, c'est du dessin de haute volée, mais c'est quand tu as un rendu un peu comme ça, tu vois. Un peu à la SimCity, quoi. Voilà. Donc ça sera. J'avais eu au début l'ambition de vous faire ça aujourd'hui, en plus de tout ce qu'on vient de faire. Donc c'est voilà. Psychopathe. Mais j'avais d'autres trucs de prévus, mais là on va s'arrêter là parce qu'il est quasiment midi. Je vais quand même tester de votre côté, voir si vous, les symboles, ça foire comme moi ou pas. Et moi je vais réessayer parce qu'il n'y a pas de raison, j'ai très souvent utilisé cet outil. Elodie? Je suis pas sûr de l'avoir non plus, ça. De quoi? Symbole. Si tu l'as. Je dois aller où? Fenêtre. Alors tu te mets bien sur le persona Affinity et fenêtre, normalement tu as un truc qui s'appelle symbole.
Alors moi, quand je vais dans Fenêtre, j'ai pas tout ça déjà. Tu peux me montrer ce que tu as dans Fenêtre? Parce que je me demande si. Je suis persuadé qu'avant ça s'appelait pas symbole. Que je sais que je l'avais utilisé dans Affinity. Qu'on voit ce que tu as dans ton menu, parce que je suis Bon, persuadé que je, c'était pas je suis ça. en train de faire un arbre. Dans les- Oh, mais dis donc, mais on est allé. C'est cool. Je me suis amusée. Présenter un autre contenu, et du coup, je mets tout l'écran. Oui. Parce qu'en fait, quand vous avez des menus déroulants, des menus over, on les voit pas si vous partagez juste l'appli. Yes. Du Donc là, si coup, tu. tu vois, Fenêtre, j'ai que ça. Alors attends. Ah, non. Attends. Va dans affichage. Studio. Ouais. Tac. Et là, tu as symbole. Ah, ok. Ouais, ils l'ont rangé différemment. Il me semblait bien qu'avant, il fallait passer par Studio pour. Parce que j'ai commencé sur la V1 comme toi, donc Top. voilà. Mais tu l'as, c'est sûr, parce que vraiment, ce truc-là, je l'ai utilisé 1000 fois et j'avais la V1. Et je l'avais même utilisé sur mon iPad pour te dire. Parce que j'avais pris à la base Affinity pour bosser sur mon iPad pour faire mon crâneur. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Pas sur les symboles, s'il vous plaît. Hein. Ça n'a pas fonctionné. Est-ce que vous avez des questions sur des trucs où je suis allé un peu vite? Alors, il y aura le replay, mais voilà, ou des trucs qui n'étaient pas clairs. Question, quelle est la plus-value d'Affinity par rapport à Figma, par exemple? Parce que Figma, le désavantage, c'est qu'il n'y a pas grand-chose dessus, mais on peut mettre des plugins. Mais est-ce qu'il y a une infinité de plugins qui permettent d'aller jusqu'à un outil comme Illustrator ou Non, tu vas. En fait, Affinity? l'avantage qu'a Figma, enfin, juste de base pour quelqu'un qui commence, par exemple, c'est que tu as accès au moins aux outils de base pour faire des courbes, des formes. Donc, l'outil plume, le pathfinder, le crayon et tout ça, qui va te permettre déjà de commencer un peu à aller plus loin que ce que tu ferais, par exemple, avec Canva, tu vois. Mais par contre, après, quand tu vas aller plus loin et surtout aller être plus rapide dans le côté créatif, là, des logiciels comme Designer ou Illustrator, ils vont quand même prendre tout leur intérêt parce que tu as bien vu, même je l'ai montré assez vite, mais le fait de pouvoir modifier les contours à la volée, d'utiliser le cutter pour couper ou de modifier l'arrondi des objets, ou même les formes préenregistrées ou le créateur de forme, ici le concepteur de forme c'est dans Illustrator, c'est quand même un gain de temps de ouf. C'est juste que là je l'ai pas fait mettre en application sur des trucs trop complexes. On a surtout utilisé les notions de base que je vous ai montré ce matin pour faire les petits pansements, mais il y a un exercice que je voulais vous faire aujourd'hui mais qu'on n'aura pas le temps de faire, qui utilisait pas mal notamment le créateur de forme, et ça sur Figma tu es obligé de le faire, enfin tu peux le faire mais ça va être beaucoup plus long, quoi, tu vois. Ok. Et donc il y a quand même une plus-value si vraiment tu crées des visuels, tu fais des illustrations, voilà. Mais si après effectivement tu dois juste faire des pictos, des petits symboles un peu faciles, enfin un peu faciles, un peu simple, je veux dire, des logos et des interfaces graphiques, Figma peut te suffire amplement. Et effectivement, tu as des plugins qui sont très bien faits pour rajouter des effets, pour pousser un peu plus loin que ce que te propose le logiciel de base. En tout cas, il te prémâche le travail des réglages pour avoir des rendus un peu cool. Ok. Comme je pense que Mathilde, à la masterclass, elle a dû vous montrer le plugin Morph sur Figma pour ceux qui étaient là, et qui te permet de faire des effets glossy, des effets 3D, des effets glass morphisme et tout. Où en fait, ça utilise juste des réglages qui sont déjà présents dans Figma, mais qui sont en fait, c'est des presets un peu, tu vois. Et toi, ça te fait gagner du temps parce que tu fais un clic et c'est déjà réglé, quoi. Donc tu peux pousser plus loin Figma grâce aux plugins et aux widgets. Par contre, tu ne pousseras jamais aussi loin qu'un Affinity Designer ou un Illustrator, parce que là, c'est quand même des logiciels qui sont conçus exprès pour ça. Et Designer, comme je l'ai dit, c'est un mix entre Illustrator et Photoshop, si tu veux, donc tu peux vraiment le pousser loin. C'est-à-dire que là, on n'a pas utilisé le pixel persona, sauf pour faire le petit pixel art, mais tu peux faire une bonne partie de ce que tu fais dans Affinity Photo déjà, dont du détourage, par exemple, tu vois. Ok. Donc c'est copieux, quoi. Ok. Merci. Je t'en prie. Après, comme je le disais sur la première masterclass d'Affinity, les outils que vous allez choisir, ils vont être liés aussi à votre usage et à votre réalité professionnelle. Par exemple, pour moi, Adobe ou Affinity, il n'y en a pas un meilleur que l'autre. C'est les logiciels qui te permettent de faire à peu près la même chose. Alors, tu as des options que tu as chez Adobe que tu n'as pas dans Affinity et réciproquement. Mais après, ça va être plutôt, voilà, si tu bosses dans une grosse boîte qui aura probablement Adobe, parce que Adobe, ça existe depuis 20 ans et donc ils ont un peu pignon sur rue, vaut mieux que tu saches toucher un petit peu Adobe, tu vois. Par contre, t'es freelance, t'es à ton compte, tu bosses sur des projets avec des clients, ou t'es dans une toute petite boîte où vous êtes 2 ou 3. Là, ne serait-ce qu'économiquement, Affinity, c'est beaucoup plus intéressant. Parce qu'Affinity, c'est achat unique. Tu l'as, il est à toi pour toujours. Tandis qu'Adobe, tu loues l'autorisation d'utiliser leur logiciel. Mais après, tu n'as plus rien. Si un jour, tu n'as plus de quoi payer ou tu payes plus. Sinon, il faut craquer, quoi. Mais je veux dire, légalement, tu n'as pas de solution. Le truc, il t'appartient plus du tout, quoi. En fait, il t'appartient jamais. Juste, tu payes la location. Donc, c'est une autre manière de faire. Il y a beaucoup de logiciels qui fonctionnent par abonnement, mais voilà. Et Figma, par exemple, qui est plus simple qu'un Affinity Designer, mais qui est quand même le seul vraiment
ultra bon pour de la conception d'interface notamment. Ce qui est bien, c'est que la version gratuite te permet quand même de l'utiliser. Tu n'as pas accès à toutes les fonctionnalités, tu peux pas bosser forcément de manière collaborative ou jusqu'à un certain point, mais au moins tu n'as pas rien quand tu payes plus ton abonnement. Tu as toujours accès à tes fichiers, tu peux toujours les ouvrir, tu peux toujours les éditer. Adobe, tu peux pas. Mais tout est une question de contexte. Moi, à l'usage, maintenant, je préfère Affinity parce que maintenant, bah voilà, à la web, on utilise finalement maintenant très peu de logiciels, en interne en tout cas, de logiciels pro poussés. Mais par contre, voilà, utiliser Affinity, ça coûte beaucoup moins cher à la web que de payer des licences Adobe, qui sont en plus souvent plus chères, les licences professionnelles que les licences utilisateurs. Donc voilà. Mais pour moi, il n'y a pas de mieux, de moins bien et tout ça, quoi. C'est vraiment. Je pense qu'aujourd'hui, je le dis à chaque fois, mais la force des graphistes et des web designers et des créateurs de contenu, c'est de savoir utiliser un peu tous les outils, sans forcément les maîtriser à 1000%, mais voilà, je te file un Photoshop, tu sais te débrouiller avec, je te file un Affinity Designer, tu sais te débrouiller avec, je te file un Figma, tu sais te débrouiller avec. Et c'est ça qui fera que tu seras polyvalent, que tu pourras bosser sur plein de projets différents, et même de choisir l'outil qui, pour toi, te conviendra le mieux pour un projet donné. Anthony. Oui, c'était pour demander d'ailleurs, Affinity, moi j'ai pris juste la version gratuite pour l'instant, une semaine. Et il y a une licence école, il y a quelque chose pour. Oui, j'ai passé un lien dans le Discord de Mentorat J'avais pas hier. vu. En fait, vu que vous êtes sur le compte Canva de l'école et qu'en fait Canva a racheté Affinity l'an dernier, vous avez droit, en fait, vous pouvez, faut vous connecter avec votre compte Canva. Alors, l'autre fois, on avait eu des bugs. Je crois que la solution, je vous montre juste, si je lance Canva. En fait, il y a un truc qui s'appelle Canva Connect, en gros. Et je crois que pour que ça fonctionne, je te partage mon écran. Là, je suis sur le compte Canva de l'école. Là-haut, en fait, je crois qu'il faut que tu te mettes en mode, donc là, vous êtes tous sur l'équipe, il faut que tu te mettes sur ton compte personnel, c'est-à-dire en fait ton compte Canva qui utilise ton adresse là-web pour que Affinity reconnaisse en fait cette adresse-là et te connecte avec cette adresse-là. Il faut que tu te bascules dessus. Voilà. Et après, tu lances Affinity. Mais tu as un lien en fait qui te donne le lien de téléchargement et les explications pour te connecter. Et là, pour le coup, c'est tant que tu es dans l'école et que tu es sur le compte Canva éducation de l'école, tu as accès à Affinity, la dernière version, sans limitation, enfin en mode comme si tu l'avais, quoi. D'accord, je vais essayer. Romain, tu sais jusqu'à quand on a accès? C'est par rapport à la date d'examen final, du coup? Je saurais pas dire, en général, on vous laisse de la marge, hein, on vous vire pas dès le lendemain de l'examen, hein. Je saurais pas, faudrait voir ça plus avec Sorenza. C'est plus nous, là où on va être plus vigilant, enfin, on va un peu plus faire le tri sur les accès, les comptes, c'est sur la plateforme e-learning. On vous laisse du RAB, mais on vous laisse pas à l'infini parce que pour le coup, on a tous les mois, en fait, on paye par utilisateur. Donc ça, c'est un truc qu'on surveille. Canva, vous êtes dessus, ça ne coûte pas plus cher, quoi. En fait, c'est une licence école, donc on laisse. Pour l'instant, en tout cas, on n'est pas en mode à regarder à la minute près. Bon, pour ceux qui n'étaient pas la dernière fois, Affinity, c'est pas si cher. Il y a des promos souvent aussi. C'est là où ouais. Et Ouais. puis souvent, en gros, voilà, Affinity, vous avez donc 3 logiciels pour 180 €. Les 3 sont à vous, toutes les plateformes. Donc, et vous pouvez installer jusqu'à, je sais plus, peut-être 5 licences. Au moins 2, c'est sûr. Et en gros, moi, par exemple, je l'ai payé une fois et je l'ai sur 2 Mac, sur mon iPad. Et non, je l'ai même sur 3 Mac. Sur 3 Mac, mais il y en a un que j'utilise plus, et puis mon iPad. Et il faut savoir qu'une fois que c'est à toi, c'est pour toujours. Et que souvent, mais genre plusieurs fois dans l'année, ils font des promos à 50%. Donc en fait, pour la moitié de ce prix-là, tu as les 3 logiciels pour toujours. Donc faut pas hésiter à être vigilant sur ça. En général, sur Discord, que ce soit les élèves ou nous, quand il y a des promos, on les met. T'en as vers Noël, t'en as des fois pour Halloween. Je sais que l'an dernier, ils ont dit on propose 6 mois d'essai gratuit. Mais je sais qu'avant ça, c'était quand même au moins 1 mois ou un truc comme ça. Enfin, beaucoup plus longtemps qu'Adobe. Adobe, ça doit être une semaine ou 2. Après, tu peux plus. Mais ouais, voilà. Mais donc voilà, en tout cas, honnêtement, vu la puissance du truc et le prix, et sachant qu'après ça t'appartient pour toujours, le prix, il est pas si cher que ça, parce que 180, c'est 3 mois d'Adobe, quoi, quand t'as pas de réduction. En sachant une chose aussi, ce que je regardais, c'est qu'il y a une mise à niveau aussi. Si au bout d'un moment on est sur la version 2, s'il y a une version 3, on ne sera pas lésé. Il faudra repayer, mais ça ne sera pas non plus Ouais. très, très cher. Moi, c'est ce que j'avais fait. Du coup, j'étais passé de la... ils l'ont indiqué d'ailleurs, attends. Si je reviens, là, tu as la mise à niveau à partir de la V1, tu as 25%. Et accès à une bibliothèque, une grosse bibliothèque je sais pas, de modules complémentaires, ce qu'ils appellent. Donc, Ouais, les Creative Collection, là. Ouais. Ouais. Effet de texture, brush, tout ça, j'imagine. Ouais, c'est ça, ouais. T'as tout un tas de trucs. Ce qui normalement on doit payer si on n'est jamais passé de la V1 à la V2, on doit le payer. Mais si par contre on avait la V1 et qu'on passe à la V2, là on l'a gratuitement en fait. Et en fait, j'étais en train de vous montrer mon écran, mais personne m'a dit que je montrais rien, quoi. De fibustier.
D'ailleurs, j'en profite. En fait, depuis la V2, donc tu as pas ça sur la V1, Elodie, pardon, désolé. En fait, tu as vraiment une notion de compte à partir de la V2, donc qui est linké à ton nom, ton adresse mail, et c'est là où notamment, bah, il te répertorie tous les modules complémentaires que tu as achetés ou que tu as eu gratuitement ou quoi, que d'ailleurs j'utilise quasiment jamais, mais tu as plein de trucs, hein. Tu as des dégradés, tu as des packs de dégradés, tu as des brushes, tu as pas mal de choses, et ils sont cross-logiciels, c'est-à-dire que là, je suis dans Affinity Designer, mais dans Publisher, par exemple, je vais pouvoir les utiliser, ou en utiliser une partie en me mettant sur le persona designer ou photo dans Publisher. Donc voilà, et c'est assez cool. Enfin, vraiment, c'est... Oui, Marion? Est-ce que si t'as chopé, enfin toi, moi, qui de droit, si on a chopé des packs de brush genre Photoshop, tu penses qu'ils sont utilisables dans Affinity? Tu as un truc. Est-ce que c'est dans divers? En fait, tu as un réglage où tu peux charger des modules Photoshop, je crois. Alors sinon, c'est dans Affinity Photo, mais il me semble que Designer le fait. Alors après, c'est peut-être dans Photo. Je vais essayer dans Photo, hein, voilà. Mais en fait, la question que je me posais notamment, c'est parce que j'ai fait l'illustration avec tablette graphique sur Photoshop et je voulais me mettre à faire ça sur Affinity parce que j'ai plus licence Adobe et j'arrivais même pas à savoir si c'était plus intelligent d'utiliser Publisher ou Designer. 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 Bah, j'avais pas, dans ce cas-là, c'était Ah, c'est dans... que j'ai pas bien fait, mais j'ai pas compris comment importer mes brushes. J'ai pas réussi. Alors, en tout cas, dans Affinity Photo, tu peux importer des modules Photoshop. Après, les brushes, je sais pas. Faut regarder sur Internet, il y a peut-être moyen de convertir le format de fichier ou truc comme ça. Et par contre, tu peux ouvrir un PSD dans Designer et dans Photo, si ça peut, pour ceux qui savent pas. Faudrait tester. J'ai jamais testé, mais à mon avis, il doit y avoir Bon, moyen. si, Il doit y avoir moyen de, soit en convertissant, soit nativement, il y arrive. si je trouve, je fais suivre. Bah, en fait, si c'est des brushes pinceaux de Photoshop, ça va pas être des brushes vectorielles, ça va être des brushes bitmap, donc pixels. Donc je pense que si on peut les importer, ça sera dans Affinity Photo. Bon, il est midi 11, je passe à midi près. Vous avez d'autres questions, messieurs, dames? Ah bah, je vais rater l'enregistrement déjà. Ça, il va mouliner tout de suite.